Alors monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir à nouveau nombreux à regarder ce programme Carte sur table, 21h, 23h, 2 heures de débat, 4 invités et puis 2 thèmes. Évidemment, on va beaucoup parler de l'État unitaire. Le Cameroun célèbre le cinquantenaire de l'État unitaire. Ce sera le 20 mai 2022, donc vendredi. Cinquantenaire donc sous le thème Force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale. Parlant justement de cohésion nationale et de paix sociale, ça fera partie des thèmes de ce soir, dont le premier est intitulé Unité nationale et cohésion sociale. Et puis le deuxième, on s'attardera sur des questions évidemment économiques avec cette inflation qui, on va essayer de le voir, pourrait qui sait peut-être avoir un impact, des incidences sur le volet social. D'abord, le docteur Jean-Marie Biada, bonsoir. Dipita, bonsoir. Très content de retrouver Carte sur table. Bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs et bonsoir tout particulier à ceux qui regardent cette émission pour la première fois. Je me garde de remonter le temps pour dire combien ça fait des rendez-vous qu'on n'a pas pu avoir avec vous, du fait évidemment de votre agenda assez un peu compliqué. Le président Sambaka Cyril, bonsoir. Bonsoir Dibida, bonsoir aux copanélistes et surtout bonsoir aux millions de téléspectateurs et notamment ceux de l'AFP. C'est quoi, l'agence française de presse? Hervé Mayonko, bonsoir, puisque vous avez parlé, je comprends. Bonsoir aux téléspectateurs de Carte sur table. Et puis Charles Ducamp, bonsoir également. Bonsoir Monsieur Dipita Tongon, bonsoir à mes copanélistes, parmi lesquels j'ai le plaisir de retrouver deux aînés qui me font l'honneur de leur amitié depuis quelques décades. Bonsoir aux très nombreux téléspectateurs de votre chaîne. Merci encore à vous d'être à la maison. On va certainement en apprendre sur les analyses qu'on fera derrière la transition et puis on démarre véritablement l'émission. Commençons donc peut-être par le 20 mai. 20 mai 72, 20 mai 2022. Chers messieurs, puisqu'on parle de l'unité nationale, on va peut-être ensemble essayer de recenser un certain nombre d'éléments pour un État comme le nôtre qui symbolise, qui peut-être permettent aux Camerounais de s'identifier comme étant une nation, un peuple, des citoyens. Des éléments évidemment qui fédèrent autour de l'unité nationale pour essayer de savoir si peut-être au-delà des différentes crises que le pays traverse, les crises sécuritaires s'entend, est-ce que ces éléments-là peuvent être mis à mal? Je commence peut-être avec vous, Jean-Marie Biada. Oui, Dipita, unité nationale, on pourrait remonter à l'instance supérieure, ultérieure même d'ailleurs, ultime je veux dire, qui pourrait être appelée intégration nationale. Parce qu'en fait, on ne va pas refaire entièrement l'histoire, mais il faut camper le décor en évoquant quelques éléments d'ordre historique. Le 1er janvier 1960, c'est l'indépendance du Cameroun français, qu'on peut appeler Cameroun oriental. Et le 1er octobre 1961, maintenant, deux événements ont lieu en un seul. C'est l'indépendance du Cameroun anglophone, dont le Cameroun occidental anglais, et en même temps la réunification avec son ancien frère, parce qu'en fait, ces deux Camerouns étaient unis. C'est la défaite de l'Allemagne, je crois, le 16 mars 1916, qui a consacré la division du Cameroun en deux. Donc, en 61, les deux se mettent ensemble le 1er octobre, et depuis lors, la naissance de la République fédérale du Cameroun. Deux États fédérés, Cameroun anglophone, Cameroun francophone, deux parlements, et du côté anglophone même d'ailleurs, il y a eu ce qu'ils ont appelé, en dehors de ce parlement, la House of Chiefs. Et puis quand on revient du côté francophone, c'était uniquement le parlement, l'Assemblée camerounaise. Et après maintenant, deux justices, deux armées, deux polices, et on va cheminer ensemble pendant pratiquement 11 ans. Et le 20 juin 1972, le chef de l'État, qui s'était déjà prononcé devant les députés 3 jours plus tôt, ou 2 jours plus tôt, le 18 mai, dit on va désormais passer à l'étape unitaire. Donc on va franchir l'organisation fédérale du Cameroun pour devenir un État, une république unie. Donc voilà des éléments qui vont consacrer donc l'unité de ce Cameroun-là, qui va rester ainsi pendant pratiquement une bonne vingtaine d'années. Je crois en 1984, il y a une loi qui va autoriser le chef de l'État à passer de République unie du Cameroun, RUC, à République du Cameroun. Donc depuis 1984,
on est retourné à l'ancienne appellation du Cameroun francophone, qui le 1er janvier s'appelait République du Cameroun. Mais quand je le dis ainsi, il y a des éléments qui peuvent valablement être évoqués pour matérialiser cette unité-là. Quand nous sommes en 1984, déjà, oui, quand on est en 84, quelqu'un qui est par exemple à Limbé pouvait, oui, ça s'appelait déjà Limbé, ça avait cessé de s'appeler Victoria en 1978. Donc quelqu'un qui était là-bas et qui voulait envoyer ses dossiers pour un concours, par exemple, pouvait faire signer par n'importe qui. Ça peut être le sous-préfet, ça peut être l'adjoint du sous-préfet, ça peut être le préfet, ça peut être l'adjoint préfectoral, sans qu'on ne dise que ça n'a pas été signé à Yaoundé. Voilà des éléments qui montrent véritablement que c'était de l'unité. Lorsqu'on a recueilli de l'argent à l'extrême nord, on envoie une bonne partie à Yaoundé, mais l'argent part de Yaoundé pour payer tout ce beau monde-là, tous les fonctionnaires. Mais il y a eu souvent certains discours qui ont un peu écorné cette unité. Je n'ai pas compris pourquoi quelqu'un qui a signé l'engagement des Sénats de travailler pour le compte de l'État, qui lui est représenté sur les 475 442 000 km², lorsqu'on l'envoie par exemple à Garo, on dit affectation disciplinaire. Lorsqu'on l'envoie à Moura, on dit affectation disciplinaire. D'accord, ça c'est des éléments. Il devait se sentir camerounais partout où on l'envoie servir. Donc voilà quelques éléments qui, à mon sens, peuvent jusqu'aujourd'hui matérialiser cette unité nationale. Charles, sur les éléments. Bien, je pense que le chronogramme a été bien fait par mon prédécesseur en parole. Je vais seulement rappeler certaines choses que je pense être des omissions de sa part. Autant par les mots, cette unité devrait exister, autant je voudrais lui rappeler que la dernière fois un acte a été posé en ce sens, il a été posé par une et une seule personne, contrairement aux fois précédentes. C'est-à-dire que le procédé pour revenir à la République du Cameroun à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une et une seule personne qui en a décidé. Donc ce n'était pas déjà, je pense, à mon sens, peut-être le moyen le meilleur pour, comment dirais-je, matérialiser cette unité. D'autre part, oui, on peut depuis lors à Limbé faire ce que vous dites. Vous oubliez de dire que jusqu'à un passé très récent, nous permettions de leur envoyer des juges et autres qui ne parlaient pas leur langue pour les juger sans même comprendre ce qui étaient leurs administrés. Donc, État unitaire, oui. Je viens de voir depuis hier et inauguré vraisemblablement par un ministre de la République ce matin un monument. L'unité ne se décrète pas. L'unité, elle se vit, elle s'oppose au quotidien dans les actes. Cet arc de cercle, bon, je vais passer le côté architectural parce que je sais que sur ça, il y a au moins 2 ou 3 personnes sur cette table que je sais des esthètes qui me diront que c'est à vomir. On attend encore d'en avoir le prix. Non, l'unité a été mise à mal. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de cette unité. Nous sommes face à des compatriotes, ou avec des compatriotes, je préfère dire, qui, eux, veulent revenir à un modèle que nous avons connu, qu'ils ont connu, qu'ils préfèrent à celui actuel. Il faut qu'on s'enseigne, qu'on en parle, et puis qu'on revoie où est-ce que qui a été lésé, de manière à ce que chacun ressente, comme on dit, les fruits de la croissance, quand il y en a. Parce qu'en ce moment, nous ne partageons que la misère, mais il y aura croissance un jour. Hervé Emmanuel, comme. Écoutez, je suis très attentif dans ce que j'ai entendu, mais je ne suis pas du tout d'accord, mais pas du tout d'accord. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut faire des sauts aussi acrobatiques dans l'histoire du Cameroun. Le traité de Berlin, c'est un traité qui vient plutôt diviser le Cameroun qui était uni avant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un Cameroun anglophone, un Cameroun francophone. C'était la même nation. Et le traité de Berlin est plutôt une blessure faite à l'unité de la nation camerounaise, n'est-ce pas? Et qui va durer, je crois, 27 ans ou 40 ans, jusqu'aux indépendances. C'est-à-dire l'Allemagne vaincue était dépecée. Il n'y a pas qu'au Cameroun. On a créé la Namibie, le Togo et d'autres pays, je crois le Rwanda aussi, et tout ça. Donc, le Cameroun est une nation. Et avant de prendre l'histoire coloniale pour expliquer l'unité ou la désunité, le Cameroun est une nation. Et tous les mouvements d'indépendance vont plutôt s'appuyer sur le principe qu'il faut reconstituer cette unité du Cameroun. Et cette unité du Cameroun qui transcende, qui dépasse les blessures de la colonisation. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas avoir un débat sur une question aussi importante sur le sentiment d'appartenance fondé simplement sur les faits divers. Je crois qu'il faudrait, je propose qu'on définisse d'abord ce que c'est que l'unité d'une nation. Et quand on aura défini ce que c'est l'unité d'une nation, chacun nous sera libre
de dire s'ils se sentent concernés ou pas. Et je D'accord. pense que là, ça sera très productif pour les téléspectateurs. Sambaka, déjà d'abord sur les éléments qui Oui, peuvent donc symboliser. moi je voudrais peut-être suivre la voie d'Hervé pour dire que quand on parle d'unité, cela suppose qu'il y a une diversité. Alors, si on recense les diversités, on peut donc avoir des éléments et on peut monter des mécanismes pour arriver à l'unité. Mais si on s'appuie sur la colonisation, l'héritage de la colonisation et autres, je ne sais pas si on pourra arriver à une identité camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 60 ans d'expérience de néocolonialisme et on a vu où ça nous a menés. Aujourd'hui, 60 ans après, nous avons toutes les intelligences qu'il faut au monde pour pouvoir réfléchir par nous-mêmes. Et ça, les historiens ont beaucoup de choses à faire, les philosophes, les anthropologues et autres, etc., etc. Tout le monde a quelque chose à faire parce que le bilan, parce qu'après 60 ans, il faut quand même 50 ans, 60 ans, il faut quand même qu'on entre à l'ère du bilan pour se rendre compte que nous avons eu des slogans, beaucoup de slogans, mais dans les faits, cela ne s'est pas traduit. Parce que nous sommes à la recherche de l'unité, mais il faut des fondamentaux, il faut d'abord recenser, il faut d'abord faire, comment on appelle cela? Il faut d'abord un état des lieux, voir d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes et quels sont nos objectifs. Et si on a défini cela, on va se rendre compte rapidement que pour bâtir l'unité, il faut tout faire sauf ce qu'on est en train de faire. Il faut d'abord recenser nos diversités, voir comment on peut les mettre. Parce que le Cameroun est l'un des pays rares au monde où il n'y en a pas plusieurs comme ça. Nous avons une richesse formidable dans la diversité. Mais on ne peut pas bâtir une unité qui n'est pas consensuelle. Donc il y a des fondamentaux. On doit arriver à l'unité. Il faut qu'on arrive à l'unité, mais pour qu'on arrive à l'unité, il faut que nous soyons des frères. C'est-à-dire que nous nous considérons comme des frères qui partagent quelque chose, mais à qui on n'impose pas quelque chose. C'est pour ça que j'ai introduit la notion, n'est-ce pas, de consensus. Il faut donc que tout le monde se mette autour d'une table, secteur par secteur, pour que nous puissions bâtir ce Cameroun qui sera un Cameroun fait par les Camerounais, mais pas hérité de la colonisation. Nous avons suffisamment d'intelligence, je me répète là-dessus, pour que nous puissions le faire. Et je pense que si on va dans ce sens-là, tout le monde va mettre le cœur à l'ouvrage, ce sera une méthode participative, et puis sorti de ce consensus, on va très très vite avancer, et on sera sûrement le modèle que tout le monde attend. Alors, Hervé, commençons peut-être avec vous. Alors, reprenons le deuxième tour de parole avec vous. Il faut justement donner un contenu à cette unité-là. Qu'est-ce que vous y mettez? Écoutez, nous entendons par unité, et ça c'est même au sens de la langue française, ce n'est pas l'uniformisation. Et Sambaka vient de dire un mot très important. L'unité, c'est l'harmonie de la diversité. C'est-à-dire, le président Biya l'a dit dans son ouvrage du libéralisme communautaire, ce qui fait la beauté d'un tableau chinois et asiatique, c'est la multiplicité des couleurs, mais qui donne une œuvre unique. Donc l'unité n'est pas la comptabilité de nos différences, c'est plutôt la fusion de nos capacités, de nos forces, pour rendre visible le caractère de un. La Constitution au Cameroun consacre le fait que le Cameroun est un et indivisible. Et la dernière élection présidentielle a fait triompher le projet qui s'appuyait sur le respect de la Constitution. Mais laissez-moi vous dire que si nous revenons sur les histoires coloniales, la colonisation a consisté à nous diviser. Toute l'histoire de la colonisation, c'est faire croire à quelqu'un qui est mon cousin par le sang et qui est à Limbé, qui serait dans un autre monde, voire même sur une autre planète. Donc, ce n'est pas la langue qui doit nous différencier. Vous comprenez? Vous voyez, le Premier ministre actuel du Cameroun, il est Bankom, il est Berombi, hein? Donc il a des liens avec les arbres et tout. Donc, vous pouvez prendre des exemples comme ça. Donc, vous me demandez de définir ce que c'est. Moi, je crois qu'aujourd'hui,
l'unité, c'est d'abord de créer un sentiment d'appartenance et de combattre le sentiment d'exclusion que certains peuvent avoir là ou à certains endroits du pays. Et cela passe par un État impartial, un État juste et l'égalité des droits et des devoirs que les uns et les autres peuvent avoir. Et quand nous irons plus loin, nous verrons que nous avons commencé ce chemin. Mais ce sont souvent des stratégies de politiciens et de certains démagogues qui font croire que nous ne sommes pas avancés dedans. Si vous prenez les images, par exemple, de la qualification dernière CAN, vous verrez les images de tous ceux qu'on présente comme les Ambazoniens avec les maillots de Cameroun qui étaient dans les stades. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, l'unité est un chantier en construction. Dans tous les pays du monde, j'ai le privilège d'avoir vécu à l'étranger très longtemps. Vous verrez que même dans les vieilles nations, entre parenthèses, nations, parce que la notion de nation va revenir. Parce qu'avant, nous étions une nation avant d'être des États francophones et anglophones. Donc, vous verrez qu'en France, les Corses, les Basques, les Catalans, les Bretons, revendiquent les Bretons, merci, les Alsaciens, revendiquent leur identité, mais on les maintient dans une unité. Vous aurez en Grande-Bretagne les Irlandais, vous serez partout, il y a un problème. Et regardez le problème ukrainien aujourd'hui. Vous avez une Ukraine russophone, une Ukraine polonophone, vous avez... Donc, c'est un débat qui est permanent, mais en fait, on ne peut pas construire un État fort, un État moderne, sans qu'on construise le sentiment d'appartenance de tous dans ce périmètre. C'est de ça qu'il s'agit. Et Charles, justement, Hervé met pratiquement le doigt, j'ai fait dire, dans la plaie. Je veux dire, si on interroge véritablement à partir de cette définition, de ces éléments, l'unité du Cameroun aujourd'hui, qu'on essaye de sous-peser les questions de justice, les questions d'égalité, d'équité entre citoyens, les rapports que les uns et les autres ont avec, qui c'est peut-être l'administration, les pouvoirs publics. La loi Avec la loi. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut dire un mot sur justement cette unité nationale? Je voudrais déjà tomber d'accord avec eux, en ce sens que je pense que si on réduit notre problème à celui qui aujourd'hui est, comment dirais-je, mis en exergue, c'est-à-dire anglophone contre francophone, enfin anglophone d'un côté qui se sentirait marginalisé par les francophones, non, je pense effectivement que c'est pas ça. Enfin, ce problème existe, mais ça n'est pas le problème en tant que tel. Il faut revenir bien en amont et retrouver donc cette image qu'il a décrite tout à l'heure, de ce tableau avec plusieurs peintures, en tout cas, ce qui a fait de nous, de par le passé, une nation. Quand on sera parti de là, je pense qu'au moment d'arriver à francophone et anglophone, on aura déjà éludé une bonne partie des problèmes. Bien, maintenant, oui, le sentiment d'être égaux tous devant la loi, à l'école et partout ailleurs, ça, je pense qu'il reviendra à cet état-là. En tout cas, ceux à qui nous aurons délégué le pouvoir à l'issue de ces entretiens entre nous et de ce que nous aurons fait ressortir de nous comme accords et désaccords, et quand nous aurons trouvé ce qui nous assemble, qui nous rassemble plutôt que ce qui nous désunit, il leur reviendra à ce moment-là à eux de faire respecter cela. Mais sur un plateau, il y a quelques jours, on parlait du milieu scolaire, l'éducation des enfants. Je ne suis pas non plus de ceux qui passent leur temps en permanence à rejeter la pierre parce que j'essaie dans l'essentiel de mes analyses, j'essaie de me baser, de me fonder sur ce que je vois et ce que je vis au quotidien. Il faudrait que les uns et les autres, chacun fasse son introspection. Ngongo ne viendra pas chez moi me dire comment est-ce que je fais ma cuisine, et bien non plus, et pour citer tous les autres. Ils ont leur part. Elle est déjà assez grande, laissons-la leur. Mais pour autant, n'occultons pas la nôtre. Si nous commencions par la nôtre, comme je suis chrétien, je vais prendre dans la Bible, vaut mieux voir ce qu'il y a dans ton œil, la poutre, plutôt que de voir la paille dans l'œil. Et je pense que quand on aura déjà commencé à procéder comme ça, parce que nous avons connu ici pour la plupart un Cameroun où on n'osait pas franchir un feu alors qu'il était au rouge. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce délitement vient d'où ? Cette manière de ne plus rien respecter, de ne même plus se respecter soi-même. Voilà. Quand on se sera chacun interrogé là-dessus,
C'est vrai que le milieu scolaire pourra également faire de meilleurs citoyens si on lui en donne les moyens. Et je pense qu'il faudra partir de là. Et je doute fort que nous puissions avoir des dirigeants qui aient à l'encontre de ces fondamentaux-là s'ils ont été mis au point de manière consensuelle. Non, il ne leur naîtra même pas cette idée-là. Donc le travail, il est à faire en amont, et ça n'est que la finalité. Docteur Biada, sur la même question, quand on interroge notre, j'ai failli dire vivre ensemble quotidien, le vécu des Camerounais, les rapports que les uns et les autres ont vis-à-vis déjà d'eux, mais Hervé le disait également vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de l'administration, est-ce qu'on peut parler d'une véritable unité nationale? Hervé m'avait ravi la parole lors du deuxième tour. Bon, je suis content. Non, pas du tout. C'était fait exprès. On a donné la parole. Ça commence bien. Vous n'allez pas être le premier à tous les coups. Il faut bien de temps en temps. Alors, non, c'était pour le temps de le plateau. Ah ben c'est bien fait. Oui, alors, j'en étais à dire, quand Hervé a pris la parole, on en était à la définition de l'unité. Alors moi, j'ai fait un peu les mathématiques, donc j'ai préféré mettre l'unité en équation. L'unité, c'est vivre ensemble plus manger ensemble. Vous allez vous rendre à l'évidence, dans tous les pays où cette unité est professée et tout le monde la vit, c'est lorsque cette équation est respectée, le vivre ensemble et le manger ensemble. Un exemple simple. À l'époque, vous demandez, il dit on grille le feu alors que le feu est rouge. L'enseignant qui s'appelait Mouledi, est-ce que moi personnellement je pouvais rester dans un bar lorsque mon enseignant, ce n'était pas pensable. Est-ce que personnellement je pouvais douter lorsque mon fils a bien travaillé à l'école et il va faire un concours, par exemple. Je n'avais pas à perdre le temps d'aller chercher ceux qui vont corriger, ceux qui vont valider, simplement parce que je savais que comme il a été premier au premier trimestre, au deuxième, au troisième, il y a à peine 0,1% qui échoue, qui ne soit pas premier, qui ne passe pas. Donc, le vivre ensemble et le manger ensemble fait que l'unité se consolide, se cristallise et que ça devienne une réalité visible. Monsieur Dipita, quand vous allez à l'école, vous êtes premier, on vous achète tout. À l'école primaire, les livres, les cahiers, les stylos. Mais ce monsieur croit en l'État. Et tout ce que l'État dit maintenant devient parole d'évangile pour lui. Lui, il ne peut pas aller à l'encontre de ce que l'État dit. Il va à l'école. Monsieur Dipita, il nous est revenu il n'y a pas très longtemps qu'un proviseur muni de ces deux artificiers qui étaient enseignants dans son lycée aurait enceinté 27 élèves. Ça, c'est des choses que nous n'aurions jamais pu imaginer. Même dans le pire des cauchemars. Oui. Ça existait, mais on n'en parlait pas. Non, l'ampleur n'était pas à ce stade-là. Nous avons des Le nombre d'enfants qui t'inquiètent, le principe d'avoir fait un enfant à une élève. Non, qui en a de plus en plus. C'est-à-dire que les éducateurs, Enfin, c'est une image. Les éducateurs, en l'espace de 3 mois, aient pu causer autant de dégâts. C'est ça qui fait problème. À l'époque, ça existait, mais nous savons très bien, beaucoup de nos enseignants, nos camarades qui tombaient enceintes, ils étaient obligés de les épouser. Les enseignants de ma génération, toutes leurs femmes, pour la plupart, étaient leurs élèves. Motif pris de ce que si tu ne l'épousais pas et que le phénomène s'ébruitait, c'était la prison. Et après 6 mois, un extrait de casier judiciaire sali, tout ce que tu as fait avec Arthur de Gobineau, avec Socrate, avec Platon, c'était dans l'eau. On n'allait plus te recruter. Donc, ils étaient donc obligés de les épouser. Donc, Hervé, si le monsieur épousait au moins cela, personnellement, je ne me serais pas davantage plaint. Mais j'en viens à dire, l'unité nationale est davantage critérialisée, comme je l'ai dit, le vivre ensemble et le manger ensemble. Le manger ensemble, l'État le montre comment? En accordant les bourses. Oui, moi j'ai eu la bourse à l'école primaire, monsieur Libita, vous pouvez imaginer. À l'école primaire, oui. Le meilleur avait la bourse, on lui achetait tous les cahiers, tous les livres. Si vous passez au CE1, cette année-là, vous n'aurez pas acheté les cahiers, les livres. On en était arrivé jusqu'à dans les environnements où il n'y avait pas encore la sonnette. On vous donnait la lampe tempête pour vous aider à étudier, ou bien la lampe Aïda. Ça, j'ai vécu ça, je n'ai pas entendu ça. Quand tu arrives au collège, 6e, tu veux passer en 5e, tu as 12 de moyenne, tu as 9 000 francs de bourse. Tu as 14 de moyenne, tu as 14 500 de bourse. Tu as 16 de moyenne, tu as 24 000 de bourse. Quelle était la population des élèves? Ne raisonnez pas en ce... Le budget, il était de combien? Non, Hervé. Le budget, il était de combien? Le budget était de 100 milliards, même moins de 100 milliards. Le budget était moins de 100 milliards, mais aujourd'hui, il est de 5 000 milliards. Avançons, Hervé, on est en train de chercher des variables sur lesquelles il faut appuyer pour consolider l'unité. Je suis en train de dire donc que même si les donneurs d'ordre internationaux sont venus tuer l'État-providence, parce que je suis en train de décrire quoi? Les activités, les tâches de l'État-providence. Parce que même en France aujourd'hui, où Hervé a vécu, quand le coronavirus est
venu. L'État C'est l'État-providence Providence qui est sorti, Hervé. Qu'est-ce que vous Non, appelez? exact. C'est l'État-providence qui est venu en disant... On a supprimé les hôpitaux. Je reste en France. Monsieur Président, vous ne travaillez pas, Hervé le sait. Vous avez la fonction publique nationale, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Vous ne travaillez nulle part là-dedans. En France, lors du coronavirus, vous bénéficiez du régime du chômage partiel. Monsieur l'État, prenez en charge de vous payer par le Trésor public 86% de votre salaire. Ça, c'est l'État-providence. Ce qui fait que les gens, quand ils sont face à cette situation, ils disent non, tout ce que l'État interdit, je ne suis pas obligé. Je suis tenu de respecter ce que l'État a dit. Tout ce que l'État a demandé de ne pas s'installer sur ce terrain-ci. Monsieur Dipita, les agents, moi j'ai vu ça. Quelqu'un qui arrive dans une localité, il dit c'est pas de chez lui. Les gens viennent, ils donnent de l'argent, ils morcellent des terrains autour de la sous-préfecture pour vendre. À l'époque, ce n'était pas pensable. Tous ces terrains existaient. On n'est pas en train de dire que c'était des dieux à l'époque, mais la présence de l'État-providence faisait que les gens avaient peur de perdre donc ces avantages que l'État-providence faisait et respecter donc les normes, respecter la loi. Et l'État pensait davantage aussi au plus grand nombre. Parce que quand je parle par exemple de bourse, ce n'était pas dans une seule localité, c'était dans le territoire national. Et quand j'arrive à l'université, M. Dipita, je conclue là-dessus, le restaurant existait. On venait, on savait très bien que Hervé n'a pas eu la bourse, j'ai eu la bourse. Et quand on me donne la bourse, Hervé va aller au restaurant, ce n'est pas un problème. On achète à 1600 francs le ticket pour 20 repas. Je viens, je suis avec Hervé, je le mets devant, il arrive, je tends le billetteur qui est là, il met 2 dates, il a un repas, moi j'ai un repas avec une boisson. Le jeudi, généralement, c'était la boisson, pomme de sans publicité, pomme d'hiver, et plein de menus extrêmement alléchants que nous vivions parce que l'État-providence existait. Résultat de course, les étudiants pouvaient tout faire, mais ça restait au niveau du campus. Ils ne traversaient pas l'esprit de sortir du campus pour aller former des cellules susceptibles de mettre à mal cette unité nationale-là. Donc, que l'État-providence ou alors un semblant d'État-providence revienne et que l'équation donc soit mise en place. Et vous avez été, Peut-être vous avez été mieux formé manifestement que ceux d'aujourd'hui. Sur justement... Enfin, le docteur Mbianda avoue qu'il est socialiste et voire-même communiste. Vous reviendrez. Non, je suis socialiste, là il dit vrai. Je suis spiniste pour être plus précis. Voilà. Bon, donc maintenant, on va continuer. Sur le ressenti quotidien vis-à-vis de l'unité nationale. Ben, vous savez, le lit de la misère est le plus fécond. Oui, c'est Aimé Césaire. Et aujourd'hui, nous rencontrons on s'en rend compte. Les enfants, etc. Donc ça rejoint un peu ce que le docteur Mbianda disait. On a trouvé des gens qui ont engrossé 27 jeunes filles et tout ça là. Vous savez, tout ça marche ensemble. L'unité nationale, nous, on l'a ressenti à l'époque dans les internats. Parce que quand on était à l'internat, il n'y avait pas de différence. Les gens étaient ensemble, on venait de partout, et puis on se retrouvait. Nous étions des frères, nous étions unis. C'est pour cette raison que j'ai dit que l'unité nationale doit se construire. Le vivre ensemble ne se décrète pas. Le vivre ensemble, on l'a connu ici, on le connaît même encore dans les quartiers. C'est l'une des raisons pour lesquelles le vivre ensemble doit être impulsé au niveau des communes, au niveau de la base. C'est ça qui est important. Parce que quand on décrète, n'est-ce pas, qu'il y a un organisme national qui va faire la promotion du vivre ensemble, ben, c'est très très difficile. Hein, c'est très très difficile parce qu'il faut aller vers les cas pratiques. Ayez un budget, allez vers les 360 communes, arrangez-vous avec les maires pour qu'ils se retrouvent dans des discussions au quartier, dans les communes, les associations qui ont leurs représentants qui arrivent, on parle des choses de la cité, on échange, on fait comme on faisait à l'époque, parce que quand nous on était jeunes, d'abord quand moi j'arrivais, Hervé était déjà là-bas. C'est-à-dire là, vous voyez là où on appelle, en face du lycée des jeunes filles. À l'époque, il y avait, on appelle ça aujourd'hui gazon. Oui. Ben, la pharmacie du gazon. C'était formidable les dimanches. Ouais. Les dimanches, nous tous, on allait là-bas, tout le monde savait danser la siko. Tout le monde savait danser les sewe. Tout le monde savait danser le mangambe. Voilà les choses pratiques qu'on a connues, hein, et qui se sont passées et qui ont permis le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est autour des projets, c'est autour des programmes. Et ça,
ça consolide l'unité. Ça consolide l'unité parce que, moi je me rappelle, mon tonton, c'est-à-dire son père, hein, il parlait Douala mieux que le Personne ne Douala. savait d'où il venait. C'était un Douala. Et N'est-ce Audi, pas? pareil. Il parlait Eodi, il parlait Douala et il s'appelait Njikam. Donc il pouvait apprendre aux jeunes Douala à parler Douala. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Parce qu'on vient avec peut-être sa coutume, on rencontre une autre, on ne devient pas des adversaires, mais on partage. Donc là, je rejoins encore le docteur Derda qui parlait de partage. On partage parce que chacun a quelque chose à donner. Il ne faut pas fermer les yeux sur ce que l'autre peut apporter. Donc quand on est dans ce climat-là, on crée dans des conditions du vivre ensemble. Quand on regarde Sodenkam à Yabassi, et qu'on dise, vous pouvez venir, on va vous donner des terres, n'est-ce pas? Vous allez cultiver, on va mettre une société tampon qui s'appelle Sodenkam, qui va être chargée de collecter. Vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas là où vos parents sont nés, mais vous avez une terre. Vous pouvez cultiver. Et ça, c'est des mécanismes qu'on met en place pour que le vivre ensemble soit total. Parce qu'après l'Onkam, qui est dans le littoral, ça irait à l'ouest. Vous comprenez? On ferait la même chose, on apprendrait aux Camerounais à vivre ensemble. Et vous verrez que dans ces conditions-là, les gens ne se regrouperaient plus pour se combattre. Parce que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que quand on prend ça du bon côté, c'est tout le monde qui gagne. Mais quand on prend ça du mauvais côté, c'est-à-dire la division, eh bien, toutes ces richesses-là vont dans l'eau. Parce que les gens passent leur temps à se combattre. Tu aurais pu citer les comices qui ont beaucoup participé de ça. Voilà. Au-delà du développement que ça a apporté aux régions dans lesquelles il se déroulait, il y avait un brassage. C'était même la fête du brassage, le comice en même temps. Ah ouais, donc nous avons vécu le début, le démarrage de cela. Mais beaucoup disent que c'est le multipartisme qui est venu, n'est-ce pas, gâter tout cela. Parce que quand on a introduit le multipartisme, on a dit, vous pouvez faire 1 million de partis politiques, et les gens sont basés sur les ethnies pour faire les partis politiques. C'est ce qu'on a essayé de faire comprendre aux gens. Mais il faut que les Camerounais comprennent que c'est pas ça. Le multipartisme n'est pas quelque chose de positif. Parce qu'il y a la contradiction au niveau des idées, il y a la contradiction au niveau des programmes, c'est de ça qu'il s'agit. Mais si c'est pour se diviser davantage, on va quitter, n'est-ce pas, notre chemin qu'on s'était tracé d'unité nationale. Donc, comment faire pour freiner? C'est pour ça que je parlais des recensements. Il faut déjà faire des recensements de ce qui nous divise. Et puis aller vers ce qui est consensuel, ce qui nous unit. Parce que ce qui nous unit, comme on dit toujours, quand on est unis, on est plus fort. Absolument. Hein? Ce qui nous divise nous fragilise. Donc si tout le monde a compris cela, d'où la notion donc de la souveraineté nationale, populaire. Il faut absolument que nous ne soyons pas un pays où les élites dictent, mais où il y a une participation des populations. Ça, c'est très important pour qu'on soit debout. Hervé Manuel-Com. Moi, j'ai un problème. Je vais tout de suite mettre sur la table quelque chose qui va montrer les limites de notre consensus. Je crois que confondre vivre ensemble et unité nationale est une grave erreur. Le vivre ensemble peut concerner les étrangers aussi. C'est le voisinage. C'est le climat de voisinage, c'est le climat dans un périmètre, un territoire. L'unité est une question nationale. C'est la conscience nationale pour bâtir la nation. Vous comprenez? Et là où je ne suis pas d'accord du tout avec le docteur Mianda, c'est qu'il met au cœur de cette conscience un élément qui pour lui est infranchissable, c'est-à-dire que c'est l'État-providence qui peut construire la nation. Non, c'est faux. Il y a des nations qui ont été construites qui n'ont jamais été dans le socialisme. Donc la conscience nationale doit être le fait que nous disons, nous avons un sentiment d'appartenance, d'appartenir au même destin, et nous devons le construire au-delà de nos particularités et de nos particularismes. Nous devons éloigner de nous tout ce qui peut nous séparer, alors que naturellement nous sommes venus sur cette terre pour être ensemble. C'est une aventure. Si nous nous séparons, nous allons nous fragiliser. Il y a une vieille pensée
asiatique qui dit « Seul tu seras détruit, ensemble vous serez invincible ». Donc une nation se construit dans le sentiment d'appartenance, le sentiment de solidarité, le sentiment d'aller dans le même sens, même si on peut avoir des divergences sur des moments de la politique. Parce que, je voudrais dire une chose, pourquoi je ne suis pas d'accord avec Dr Miana? C'est bien. Moi, j'ai été aussi, avant lui, dans des périodes où il y avait des bourses, mais moi, je n'ai jamais vu la mienne, puisque mon père était épiciste, et surtout, je n'allais pas provoquer le proviseur pour qu'il se souvienne du passé. Bon, et je viens, j'ai une fille qui a passé un excellent concours, dont je ne vais pas dire le nom, pour ne pas trahir cette institution très respectée. La question que tes amis docteurs et professeurs ont posée, c'était de savoir si les professeurs ont tort ou raison dans leur mouvement. C'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un qui est dans un concours de dire que son correcteur a tort. Bon, donc, le vivre en l'unité, c'est un sentiment d'appartenance. Et moi, je crois, et c'est là qu'on peut se retrouver, et je suis d'accord avec Charles et Sam, il faut qu'il y ait des lois qui fassent qu'à chaque étape, on ne fasse pas marche arrière. Par exemple, pour consolider l'unité nationale, il faut mettre en place un arsenal juridique et judiciaire qui fasse que des propos haineux, tribalistes, soient réprimés de la manière la plus sûre. Interdire les associations communautaires et tribales. C'est-à-dire... Là, vous êtes déjà dans les propositions. Parce non, que... non, je vais y arriver. Pardon. D'accord. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fait qu'au nom de la liberté, certains groupes se sont réduits à des organisations tribales ou communautaires. D'ailleurs, il y a des victimes autour de cette table, de cette évolution malheureuse. Donc, il ne faut pas confondre. Or, le vivre ensemble, c'est simplement que tout le monde revienne à respecter les droits des uns et des autres pour qu'on ne se trouve pas tout le temps en collusion de droits. Par exemple, vous avez une route qui arrive quelque part où il n'y a jamais eu de route, et vous avez des gens qui viennent, au nom de la lutte contre le chômage, réparer les roues, faire la menuiserie à aluminium, réparer les motos, dénaturer l'emprise publique. Et quand vous voulez parler, on vous dit comment on fait pour nourrir les enfants à la maison. Mais si vous nourrissez les enfants par des infractions à la loi et au vivre ensemble, c'est quelque chose de normal. Vous avez aujourd'hui des gens qui mettent la musique avec des volumes incroyables au nom du fait qu'ils ont une religion où on gronde Jésus-Christ pour qu'ils vous entendent et ça vous empêche de dormir. Même au milieu des habitations, c'est ce que absolument. Donc moi je crois que je propose la tolérance qu'on fasse une distinction. Une autre théorie, la tolérance administrative. Mais justement, s'il te plaît, je propose qu'on fasse une distinction entre l'unité nationale qui est une question de nation et le vivre ensemble, qui est une question de tous ceux qui vivent dans le périmètre territorial qu'on appelle le Cameroun. Ça peut concerner les Tchadiens qui font la moto sans identité, les Centrafricains qui braquent les gens, des groupes organisés. Mais c'est ça. Donc moi je voulais... Vous avez franchi une étape. Hein? Parce que ça c'est l'intégration. Le vivre ensemble est national. Hein? Non, mais ça intègre nous avons un sujet, pas que. Si on a un sujet où on doit absolument introduire le vivre ensemble pour faire l'unité. Non. Par contre, l'intégration, ça peut concerner des gens qui viennent de partout. Mais tout ce que nous disons là aujourd'hui est très bien s'il y a la justice sociale. Oui, parce que s'il n'y a pas de justice sociale, tout ce que nous disons là... On va y arriver, Sam. Alors moi, ce que je voulais justement... en commençant cette fois par le Jean-Marie Biana, on a fait le constat effectivement des éléments qui constituent cette unité nationale. Et sous-entendu qu'on a observé le recul ou le sentiment de division, c'est-à-dire un peu le contraire de l'unité nationale. Je voudrais donc à présent qu'on essaie d'interroger les éléments qui nous amènent à cette observation-là. Qu'est-ce qui montre aujourd'hui que les Camerounais ne sont plus forcément dans l'unité? Parce qu'après, on va essayer d'aboutir à la cohésion. Comment la rattraper? Donc, c'est à cela que je vous interpelle. Alors, merci Dipita de me redonner la parole. Tout le monde m'entend. Et Hervé, ici à ma droite, n'est pas mon exécuteur testamentaire. Pour qu'on dise que quand je dis quelque chose, quand il reprend, je ne suis pas capable de reprendre pour préciser les contours. Non, vas-y. C'est ton droit, mais explique-toi bien pour que je n'entende pas mal. Bon, je suis responsable de ce que je dis, pas forcément responsable de ce que vous entendez. Absolument, mais ce sont mes oreilles qui retiennent ce que tu as dit. On y va.
je maintiens encore l'unité en termes de formule. Pour moi, c'est vivre ensemble plus manger ensemble. Et ce qui bâtit ça davantage, c'est l'État-providence. Hervé, nous avons eu à travailler énormément sur toutes les propositions que les donneurs d'ordre internationaux qui sont venus détruire, dire que l'État ne peut pas un État producteur. On a sorti l'État du système productif. Nous avons fait d'énormes travaux là-dessus. Mais on s'est rendu compte que tout ce qu'ils appellent État-providence, c'est exactement ce qu'il y a chez eux. Aux États-Unis, c'est une obligation, Hervé le sait, de faire l'école, tout le cycle primaire est gratuit, monsieur Dipita, je crois, oui, peut-être même jusqu'à ce que tu aies le bac. Mais qui le fait? C'est l'État-providence qui paye cela. C'est l'État-providence. L'assurance, les gens qui tombent en mer, on va dire, pour traverser la Méditerranée, monsieur Dipita, quand tu tombes en mer et on te sort de là, il y a un dispositif social de prise en charge qui est mis en place pour pouvoir prendre tout ce monde-là. L'État-providence, à mon sens, ne veut pas dire que personne ne travaille et puis on lui donne à manger forcément. L'État-providence veut dire que, on prend l'exemple d'un ministère qui avait un budget par exemple de 2 milliards et qui donnait la bourse aux gens. Quand ce ministère a un budget maintenant de 200 milliards, il n'y a pas de nouveau bloc, n'importe quel événement, c'est les parents qui interviennent, les associations dessus de ça, à mon sens, l'État-providence perd de sa nature ici. Donc, ce qui va consolider l'unité, à mon sens, c'est encore le vivre ensemble. Monsieur Dipita, vous êtes ensemble pourquoi? Pour quelque chose de tout particulier qui vous touche. Mais moi, je vous lance. Mais la question que je vais vous poser, c'est pourquoi dissocier le manger ensemble du vivre ensemble? Parce que je sous-entends que le vivre ensemble, c'est un ensemble d'éléments. C'est-à-dire que partager, qui c'est peut-être les travaux communs, le jeudi propre, de propreté par exemple, ici, oui, un ensemble d'activités qu'on fait en commun. Et donc, en principe, y compris le manger ensemble. Mais pourquoi vous mettez le manger ensemble en parallèle du vivre ensemble? Je mets un focus là-dessus parce que, monsieur Dipita, il m'arrive souvent d'organiser des conférences. Quand vous annoncez conférences pour pouvoir monter de nouvelles techniques d'audit et de contrôle de gestion, le management renouvelé, c'est très beau. À la fin, vous avez 5-6 personnes dans la salle. Quand vous dites, vous allez faire un séminaire sur le management, la conduite du changement par une démarche qui tient sur 13 étapes et 81 jours, et en bas, vous dites NB, il y aura un cocktail à la fin, j'ai le plein dans la salle. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est le terrain. D'autre part, regardez, Hervé est là. Allez battre campagne, monsieur Dipita. Allez battre campagne. Voilà un homme politique. Vous débarquez sur le terrain. Monsieur Sam Baka, ici présent, pour faire le tour d'Aqua, il lui faut les motos derrière. S'il prend donc ces 10-15 motos taximènes qui tournent derrière lui toute la journée, monsieur Sam Baka, à la fin, il ne parvient pas à mettre le carburant qu'ils ont brûlé. On va dire, président, vraiment, on aime ton idéologie, mais laisse d'abord que nous allions faire quelque chose pour que ça puisse bouillir la marmite. Nous sommes encore dans un environnement où on parle en termes de manger, de boire. Donc, pour moi, je dis, vivre ensemble existe, mais je mets un focus tout particulier sur le manger ensemble, parce que les gens qui mangent la preuve, derrière vous, ils vous soutiennent mordicus. La preuve, on va regarder dans tout ce que nous avons ici, au niveau de la FECAFOOT. Vous voyez le jeune gars qui est venu gagner les élections, tous ceux qui avaient joué avant lui, qui ont tout envisagé, mais qui n'avaient pas ça. Ils ont... Mais il a acheté les voix. Il n'a pas acheté les voix. Non, je veux dire... Laisse-moi terminer. Il faut que je reprécise les contours. Hervé revient encore. Il a bien fait de poser la question. Non. Potentiellement, monsieur Hervé, quand vous descendez là, vous dites à un monsieur, je vous en prie, apportez votre parapluie. Spontanément, il vient vers vous parce que quand il voit votre habillement, et puis il vous connaît, il devine que vous pourrez lui faire bénéficier de votre magnanimité proverbiale. Donc, en d'autres termes, monsieur Dipita, je maintiens encore de dire que l'unité nationale, c'est le vivre ensemble plus le manger ensemble. Alors, je rejoins l'autre là, le président Sambaka. Oui, l'unité nationale a commencé à s'effriter. J'ai suivi ça au moins sur 30 ans, avec l'avènement de la démocratie. Je suis à l'université, monsieur Dipita, quand le gouvernement décide, à travers une réforme, de faire payer l'université, il y avait des gens, je ne cite pas son nom, mais ils sortaient de chez lui, ils sont allés là-bas, les étudiants qui étaient de chez lui, sont allés chez lui. Il a payé l'école à l'université, 50 000, à peu près 50 personnes. Les autres sont partis aussi, toujours des frères du village, on leur a payé l'école. Alors, voilà le manger ensemble. Quand vous viendrez me dire donc, non, l'unité nationale, ce n'est pas le fait d'aller chez le frère, c'est parti de là. Et d'autre part, en 2007, j'ai assisté à ce qu'on a, et Hervé était témoin. Terminé, hein, cette prise. Termine là-dessus. On a assisté à ce qu'on peut appeler une sissiparité territoriale, c'est-à-dire le Cameroun qui s'est mis à se démultiplier en unités administratives. Nous étions à 169 arrondissements, monsieur Dipita, en 2007. 169, qui aussi était le 170e. Mais il était question maintenant de contenter tout le monde. On est passé de 169 à 360.
Et à ces 360, ajoute 14 communautés urbaines. À ces 14 communautés urbaines, ajoute 10 conseils régionaux. Ça, Hervé qui est ici, voilà un exemple simple. Est-ce que Hervé peut se présenter à Bafang comme candidat à l'élection? Ça, c'est à toi de répondre. Merci. Non, je pose la question. Charles. Alors, je conclue dessus, Dibita, suis-moi, je suis. Alors, tu comprends donc très bien que je suis d'accord avec lui que l'unité nationale a été mise à mal avec notre retour, parce qu'on était déjà à la démocratie. D'ailleurs, le président Biya, devant Yves Mourouzi, de l'os mémoire, quand il lui pose la question, comment il peut qualifier le comportement des Camerounais aujourd'hui, et il était allé jusqu'à dire, je le cite de mémoire, il n'est pas facile de refaire des mentalités longtemps rompues au jeu démocratique. Donc, pareillement, donc, si vous voulez vivre ensemble et vous supprimez le manger ensemble, l'unité nationale va prendre... Charles d'abord. Oui, ça, c'est grave. Si on interroge les éléments qui effraient J'ai un problème. Alors Mon acception du manger ensemble n'est pas du tout la même que celle de monsieur, parce que c'est celle qu'il décrit là, bien au contraire, qui est la mère des vices que nous vivons aujourd'hui. Il me revient, je pense que ça je l'ai en partage avec vous tous ici, et qu'il y a 40-50 ans, un Yabassi pouvait donner le nom de Mohamedou à son fils parce que son meilleur ami s'appelle Mohamedou. Il nous souvient également qu'à 17h, tout le monde sur le terrain, l'heure de jeu, regardait sa montre et courait vite pour rentrer à la maison parce que papa soit ouvrier ou cadre, on savait qu'à 18h, on doit être rentré à la maison. Qu'à 13h, on doit être à table. Donc, je ne pense pas que cela ce soit matériel. Et nous vivions très bien ensemble à cette période. Mieux en tout cas qu'aujourd'hui. Le vivre ensemble, on n'avait même pas besoin... Il n'y avait pas de mot pour le qualifier, ça se voyait, ça se vivait. Aujourd'hui, nous avons été obligés d'y mettre un mot parce qu'on ne retrouve plus ce qu'on a connu, c'est pour ça qu'on y a trouvé un mot. Sinon, on n'avait pas besoin d'y trouver un mot. Non, je crains que la majeure partie de nos téléspectateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité d'entre ceux qui nous suivent aujourd'hui sont nés dans les 40 dernières années. Je ne veux pas me fâcher avec Hervé, mais nous comprenons. Donc leur manière, non, tu es né avant. Non, c'est certain. Non, c'est pour expliquer juste que pour beaucoup d'entre eux, ils ont une perception des choses qui est celle que malheureusement on leur a laissé avoir ces derniers temps. Aller vite, tout avoir, sans faire d'efforts. Non, le vivre ensemble, ça n'est pas cela. Ça n'est pas parce que je suis directeur de telle structure que je dois forcément prendre les 50 élèves de mon coin et rien que les miens. Non, on savait reconnaître le mérite, même quand il n'était pas sorti de chez soi. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Maintenant, vous dites également que, enfin j'ai entendu que le multipartisme serait l'une des causes. Non, nous l'avons mal implémenté. Mais le multipartisme, il y a eu avant. Il y en a eu avant, même s'il n'était pas formel. Il y a eu multipartisme avant. Et si nous avions gardé cette forme du multipartisme-là, je suis en train de penser que... Wandi était militant de l'UPC. Voilà, il n'était pas au MRC. Il n'était pas... Oui. Merci Hervé. Nous n'en serions pas là. Non, il faut simplement, dans la manière il aurait fallu baliser. Ça a peut-être profité à certains et pas à d'autres, mais je ne pense pas que le multipartisme soit questionné sous cette forme, sous la forme actuelle, là où il y a 200 partis qui ne servent à rien, certains n'arrivent que comme certains journaux. Quand j'ai envie de faire dire du mal d'Hervé, j'ai 3 journaux dans mon tiroir qui paraissent le lendemain et puis ils disparaissent après. Non, c'est de ça qu'il est question. Et on peut faire avec le multipartisme, on peut faire mieux, parce qu'on a déjà fait mieux avant. Sam, sur les éléments de recul de cette unité nationale. Je voudrais rassurer mon frère Charles en lui disant que quand je parle de retour à cette situation à partir du multipartisme, c'est effectivement ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui devrait se passer. J'ai bien précisé qu'un parti politique, c'est des idées, c'est des programmes, c'est des méthodes de travail. Mais au Cameroun, on a profité de l'ouverture qui était des déclarations pour que tout le monde se jette dedans et puis commence d'abord par essayer d'avoir ses frères autour de lui pour le parti. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai cette fierté-là, n'est-ce pas, que j'ai été élu dans un parti politique avec 9 régions qui étaient représentées, parmi lesquelles une région en guerre. Donc pour moi, c'est une satisfaction. Je ne suis pas allé me cantonner à Yabassi
pour dire que je m'en vais faire un parti politique et je vais rester à Yabassi. Ou c'est un parti politique, ou ce n'est pas un parti politique. Donc voilà, je prends mon exemple à moi. Et je sais que dans 4 ans, si je ne peux pas continuer à avancer sérieusement, n'est-ce pas, quelqu'un d'autre prendra. Vous voyez? Donc il faut déjà se mettre dans ce contexte-là de la démocratie et du multipartisme. C'est l'exemple que moi j'apporte ici en parlant de moi-même. Bon. Donc, le vivre ensemble, nous sommes tout à fait d'accord. Mais le vivre ensemble, c'est en fait la solidarité entre les gens. Le vivre ensemble se traduit par la solidarité. On est plus enclin à être solidaire aussi quand on a un minimum. Mais à l'époque, tout le monde avait un minimum. Même les pauvres gardaient un petit peu de le manger dignité. ensemble. Alors c'est parce que moi, je pensais que c'était le deuxième sujet. Parce que quand on va entrer dans l'économie, on pourra parler de cela, n'est-ce pas? Mais nous sommes encore au niveau social. Donc, nous avions des parents. Moi, je n'ai pas souvenir que dans mon enfance, il y avait un père qui n'allait pas au travail. Il y en avait qui allaient à l'usine, il y en avait qui allaient au port, il y en a qui allaient à la Sonnelle, etc., au port, n'est-ce pas? Je n'ai pas souvenir qu'il y avait un parent qui traînait à la maison. Donc, en fait, nous avons été à notre période, n'est-ce pas, des enfants qui avaient des parents qui travaillaient. Aujourd'hui, je vois des enfants, surtout à Douala, je vois des enfants Douala qui ont 50 ans, ils n'ont jamais travaillé. Et qui habitent chez leur grand-père. Et pourquoi ils n'ont jamais travaillé? Parce que la solidarité a foutu le camp. On a oublié que cet enfant est dans son village et qu'on doit pouvoir lui trouver du travail. Mais il n'y a pas de travail pour lui. Vous voyez? Et s'il n'a pas envie de travailler, parce qu'il est fini. Non, ce n'est pas un problème d'avoir envie de travailler. Moi, je parle pour ceux qui ont même eu des diplômes et qui sont au chômage et qui vont avoir l'âge de la retraite sans avoir travaillé, alors qu'ils sont au village. Vous comprenez? Ça, c'est un problème. Donc, c'est là où maintenant, on doit intégrer, n'est-ce pas, le fait qu'on est à Yaoundé, il faut bien que les enfants qui sont dans leur village puissent aussi trouver du travail. Comment on fait? Comment on introduit donc cette solidarité pour que ces enfants ne soient pas en chômage? Donc, voilà. Moi, je dis, c'est compromis depuis un certain temps. Hein? Et on peut avoir des exemples à citer. Il y en a énormément. D'accord. Dès lors, je reprends avec Hervé. Est-ce que cette unité nationale qui a des contraintes sur l'aspect social, sur l'aspect économique, peut entraîner des soucis dans la cohésion nationale? Mais, moi, je voudrais, avant de répondre à cette question, sortie à laquelle tout le monde je suis très inquiet parce qu'un de nos plus brillants intellectuels, Biada, c'est mon ami, vient de poser comme condition sine qua non pour la construction de l'unité nationale le triomphe de l'État-providence, qui est mort depuis. Et ça, c'est l'économie du 19e siècle qui a fini même avant la moitié du 20e siècle. Même ce sont tes amis de droite de la France, même tes amis François que je connais. Mitterrand, C'est eux là. Je sais que ça te gratte. Même François Mitterrand n'a pas été socialo-État-providence. Mais bon, fermons cela, on fera un beau débat là-dessus. Moi, je crois aussi que ce qui m'inquiète, c'est que le docteur Biada réduise l'unité, mettre comme une condition, c'est le canon de la réalisation de l'unité, un chantage alimentaire. C'est-à-dire que le manger ensemble soit une condition pour se considérer comme des compatriotes, frères et sœurs. Non, non, non. La diversité, c'est que, je m'excuse, je vais le dire aujourd'hui à Mondo Vision, puisqu'il n'y a pas élection demain, et je demande pardon à mes amis du RDPC, il y aura toujours des pauvres. Il y aura toujours des plus riches. Il y aura toujours des gens qui mangent à leur faim. Il y aura toujours des gens qui mangent pas à leur faim. Mais la responsabilité du pouvoir, c'est de faire en sorte que les conditions pour arriver dans cet état soient égalitaires, que certains ne trichent pas. Tu comprends? Et là, je serai d'accord avec toi, docteur. Mais on ne peut pas décréter le travail pour tous et décréter la réussite pour tous. Et je crois qu'il est dangereux, dans une émission d'une telle importance, de diffuser des idées selon laquelle
c'est l'État qui va établir l'égalité de tout le monde, qui va faire que tout le monde ait la même taille, ait le même cerveau, les mêmes diplômes, les mêmes capacités de travail. Je crois qu'il faut revenir à ce qui est réel. Moi, je crois aujourd'hui que vous avez dit quelque chose tout à l'heure en introduisant, je crois qu'on en parlera après, la notion de le rôle des partis politiques dans cette situation. Il est urgent, et là je serai d'accord avec toi, si tu écoutes mon orientation, que c'est la loi qui doit faire en sorte que les partis ne soient pas des instruments de diffusion de la haine, du tribalisme. En faisant quoi? En interdisant des associations qui sont limitées à un groupe. Nous avons autour de cette table ce qui est rare, une victime nationale d'un parti familial où on lui a dit tu ne peux pas succéder parce que tu n'es pas. Et il est là. Elle est là, cette victime. Et je crois aujourd'hui que tous les débats qu'on a sur la base, le MRC, les relations entre certains partis et certains groupes. Je vais aller plus loin, je veux m'arriver à 11 millions. Non, tout ces trucs-là, ça participe arriver. Là, voilà. Mais Charles, je suis heureux que tu aies cette évolution. Je vais y arriver. Ah bon, c'est une évolution. Non, c'est une évolution parce que le MRC a un défaut. Il ne parle jamais de ses sous-vêtements qui sont sales. Hervé, et il n'arrive jamais à ces détails. S'il te plaît. Permets-moi au moins une chose. J'ai pensé avant d'être au MRC. Toi, tu es différent. Tu es différent. Tu as une pièce rapportée et rare. Okay, allons-y, avançons. Donc, aujourd'hui, il faut que par la loi, on interdise les associations qui peuvent avoir des conséquences sur la menace de l'unité nationale et le vivre ensemble. Parce que les deux se retrouvent en même temps. Quand vous avez Grace Deka, qui est mariée à un Bamleke, un Bazou, et qui est une fille de Daïdo, et qui est interdite parce qu'elle aurait été à un concert au palais, par des gens qui se retrouvent comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, du même groupement, c'est quelque chose qui... D'accord. Oui. Non, je termine là-dessus. Je sais que tu n'aimes pas les sujets qui fâchent. Non, pas que... Je dis donc pas pour que ma pas part... les sujets qui fâchent. Je dis donc pour ma part... non, mais moi, bien au contraire, ça y participe. Hein. C'est aussi la qui contraint un autre groupement à venir se mettre en face. Et c'est comme ça qu'il y en a un troisième, un quatrième, un cinquième et qu'il y a implosion. Je pense aujourd'hui que la responsabilité de l'État et des pouvoirs publics et de tous les partis, c'est d'arriver à mettre en place des lois qui canalisent un peu toutes ces organisations pour qu'elles ne deviennent pas des organisations tribales. D'accord. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé à l'UDC, pour débarquer un président statutaire qui s'appelait Sambaka, je m'excuse, ce sont de ce genre de couteaux sur le vivre ensemble et l'unité qui crée le sentiment de division et un autre problème, voilà. Celui-là. La manière dont les Camerounais l'ont... Oui, mais on va y arriver. Là, vous avez la parole. Donc il faut aborder ces questions avec courage. Comment préserver donc la cohésion au regard des manquements à l'unité nationale qu'on a observé tout à l'heure, Charles? Et ça, c'est pour terminer sur la première thématique. Je pense que les cas pratiques sont nombreux. Chacun d'entre nous ici en a au moins 10 et chacun de nos concitoyens en a. Et au moins là-dessus, il y a consensus. Je pense qu'il faudra effectivement s'asseoir autour d'une table. On finira par le faire, on le fera, j'en suis certain, pour définir ces règles-là qui font que je sache que ma liberté s'arrête là et que celle de l'autre commence à cet endroit-là. Tant que nous n'arriverons pas à ça, il faudra que... je suis obligé de convoquer l'éducation encore, parce que je pense qu'elle a failli de ces dernières années, et qui fait qu'il y a des confusions qui ne devraient pas être. Même puisqu'ils sont pour la plupart jeunes aujourd'hui, que beaucoup d'entre eux se réclament diplômés. Hein. J'entends beaucoup de docteurs, il n'est pas de cette génération. J'entends beaucoup il de est docteurs. Encore. Il est très jeune. Oui, bon, seulement lui, il a fait ses preuves, il produit. Il écrit sans faire les fautes. Bon, voilà, c'est exactement où je voulais aller. Qu'ils arrivent à comprendre que on ne peut pas tout dire comme on veut sous le prétexte de la liberté. Bravo, Charles. Et ça, tant que ça, ce ne sera pas acté, et je convoque aussi les parents. Je suis désolé, un enfant sorti de chez moi, éduqué par moi, malgré que j'ai beaucoup de travers. D'ailleurs, c'est les travers que les gens voient le plus. Mais le défaut de mes qualités, mes enfants sont bien élevés. Et je n'ai pas eu besoin de 1000 et de 100 pour cela. Non, ça sort d'un creuset. Je suis né comme lui, nous avons été éduqués de la même manière. Nous avons été éduqués de la même manière. Et qu'on ne m'explique pas ça. La pauvreté, elle est essentiellement intellectuelle, morale, psychologique. Absolument. Voilà. Jean-Marie Biela. Alors, monsieur Dipita, je vous ai dit que c'était un peu mathématicien. Hervé, lui, il est littéraire. Donc, comprendre la formule mathématique, tout d'un trait, ça m'aurait surpris. Qu'est-ce que j'ai dit par
Et j'invite Mais les gens à calculer l'entendre l'argent, il faut davantage, appliquer c'est-à-dire l'argent. le consommer, Le manger ensemble. Oui, parce que eux, ils ne le comprennent pas comme vous Tout à l'entendez. fait. C'est Il ça faut qu'il donc faut que leur je l'expliquer. Voilà. Le manger ensemble, on ne mange pas simplement les agroproduits, monsieur Dipita. On ne mange pas seulement le macabo, le manioc, la patate. Il Les existe à t-shirts. côté de cela également des services. Lorsque vous prenez le budget d'investissement public, vous le découpez en 9. Vous orientez les 9 dixièmes dans le village de Hervé, et vous prenez maintenant le 1% là, vous mettez chez M. Ndika, vous divisez en morceaux. Ils ont comme l'impression qu'ils ne sont pas avec vous. Cela est de nature à effriter l'unité. Lorsque vous lancez un programme d'infrastructure dans 10 régions, et vous en concentrez 80% dans une seule région, les autres régions ont comme l'impression On est que d'accord. nous ne sommes pas avec vous. Voilà. Lorsque vous lancez des programmes de mise en place, par exemple, des hôpitaux régionaux, et vous concentrez 70% dans une ou deux régions, les autres ont comme l'impression que nous ne sommes pas avec vous. Et je crois que le gouvernement a même commencé déjà à corriger. L'hôpital régional de Garoua a été inauguré tout récemment, parce que nous le disions avant, on avait comme l'impression que, sans faire même partie des 11 millions des nordistes, on avait vu qu'il y avait une sorte de développement déséquilibré. Donc pour moi ici, mettre les stades... Dont ils auraient pu se sentir bénéficiaires il y a 30 ans ou 40 ans. Parce que Non, j'ai dit ils auraient pu. Monsieur Dipita, C'est pas prudence langagière. Et là, c'est pour le président de l'AFP, lorsque j'ai la région du littoral qui a 3 départements, 4 départements, 4 départements. j'ai voulu aller un peu plus vite que Oui, ma est-ce que pensée. Douala, mais c'est pas grave. Non. Douala est à l'ouest. Et les 3 autres départements sont raccordés à la capitale régionale par une route goudronnée. Il y a un seul département qui ne l'est pas. Comme. Ces gens ont comme l'impression qu'ils ne sont pas avec vous. C'est les éléments qui peuvent donc susciter de l'indignation et les amener à porter peut-être un coup, peut-être pas fatal, mais à signaler qu'ils ne sont pas avec vous. Donc pour moi, quand j'ai parlé du manger ensemble, au-delà des agroproduits, Heureusement que- Là, il fallait regarder je pense que chacun de ceux qui nous suivent, nous avions compris autour de la table. Non, Je suis non, pas il certain. fallait regarder dans les infrastructures. Quand le Cameroun a 8 universités d'État, Les hommes du alors Cameroun, que moi je ils sont suis la région du chef de l'État, alors que Agaroua, c'est la région de l'ancien chef chef de de l'État, on se dit, mais pour qu'il n'y ait pas d'université chez vous, il suffit qu'une élite puisse sortir de là et devenir chef d'État. Donc, les gens auront tendance à dire que, ben, tiens, nous ne faisons pas partie de la République. Donc, si c'est les universités d'État, qu'on les répartisse de façon manière équitable sur C'est le l'ensemble sentiment du territoire. d'appartenance, c'est Donc, pas le manger ensemble. non, c'est le mais manger ensemble. le manger ensemble, vous voulez Non, dire que c'est la les solidarité, infrastructures le qu'on partage. ramène J'aime ça pas le chez mot nous. manger. Oui, C'est un mot alimentaire. Mais c'est parce que tu aimes manger seul. Non, On aurait pu dire consommer, on dit alors consommer. Non, Parce qu'on oui, consomme c'est la le En fait, la Surtout- répartition, surtout la répartition perception équitable. des la perception fruits que la de la ma- République. Du développement, oui. Oui. On consomme ensemble. Et je conclus là-dessus, M. Dipita. Une bonne répartition des fruits de la croissance. Quand il y a- on a réparti ça maintenant, tout le monde va se sentir suffisamment concerné par la République. Et ce que Hervé était en train d'évoquer, ou bien le président Sambaka, certaines choses que nous ne pouvons pas faire, c'est l'État-providence qui le fait. Quand j'ai parlé de l'État-providence, ce n'est pas l'État-providence à la 15 à l'époque. C'est cet État-là qui sécurise les intérêts de ses populations. C'est cet État-là qui n'attend pas que la chienlit s'installe avant que l'État agisse. Là, on est Quand je d'accord. prends un exemple banal, le secteur des droits d'auteur, c'est un secteur où on brasse des milliards. Un État qui, providence, aurait mis de l'ordre dans cette histoire depuis très longtemps. C'est pas sûr. Parce que ça produit. D'accord. Et enfin, je conclus, Dipita. On est en train de parler ici de ce que il est question de faire appel à tout le monde, qu'on puisse avoir le consensus. Mais je peux quand même dire que dans le monde entier, le cas le plus récent, ou alors le plus ancien aussi, mais qui est très révélateur, c'est le cas turc. C'est un certain général Atatürk qui a dit que non, en plein cœur de l'eau, on ne peut pas mettre un califat. Il a fait un coup d'État pour renverser ces gens en disant nous allons rester une république, même si on a 99% de personnes qui pratiquent une religion particulière. Donc, en l'espèce, l'unité est aussi portée par un individu. Donc, l'unité ne se crée pas simplement à travers des associations que nous allons envisager. Il y a un porteur qui est une personne physique. Et ce qui vient un peu contredire ce que le président Obama a dit, qu'on n'a plus besoin de grands hommes, mais il ne D'institutions fortes. les institutions fortes, malheureusement, sont incarnées par des êtres humains. C'est incarné par des hommes. Donc, de mon point de vue, l'homme reste encore le pion ou alors le levier En tout cas, au central stade de notre sur lequel développement, on va peut-être. actionner pour pouvoir consacrer notre unité et par voie de conséquence, donc garder la cohésion que vous étiez en train d'indiquer parce que vous avez fait de votre sujet unité nationale et cohésion. Donc, l'homme devrait être au cœur de cette équation-là afin que l'État soit davantage uni et qu'il y ait de la cohésion. Dernière prise de parole dans ce premier thème. Oui, moi je dois dire que nous avons ressassé tous ces problèmes, tous ces mots qui minent le Cameroun aujourd'hui.
Et à l'AFP, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est parce que les Camerounais n'ont pas pensé le Cameroun. Vous voyez? Les Camerounais n'ont pas pensé le Cameroun. Nous sommes partis de la colonisation, nous avons suivi, tous nos meilleurs élèves entrent à l'ENAM, et là-bas, on ne leur apprend pas le développement. Ils ne sont pas les meilleurs qui vont à l'ENAM, bon, c'est... Non. En tout cas, ce ne sont pas les façon de meilleurs. dire. L'actualité. Ce sont Façon pas de les dire que c'est meilleurs. les- Tu n'as pas été à Ce sont l'ENAM. ceux qui moi, en je sortent. fais l'ENAM en Je n'ai France. pas été à l'ENAM, Ils y vont peut-être, mais ils n'en sortent mais pas. ce qui est certain, c'est que quand C'est les l'élite. concours étaient encore concours, Ah. c'est les meilleurs C'est pas sûr. qui passaient les concours de l'ENAM, de Polytech, n'est-ce pas? Et on connaissait ces deux grandes écoles et même les postes. Normal Vous voyez? sup. Donc, voilà, nous avons pensé que nous sommes dans cette situation parce que nous ne sommes pas encore nous-mêmes. Et nous ne sommes pas nous-mêmes parce que nous n'avons pas réfléchi sur notre pays ensemble. Parce qu'il faut une base, il faut une fondation. Il faut la fondation du nouveau Cameroun. C'est ce qu'on appelle le nouveau contrat social. C'est-à-dire qu'en réalité, nous faisons le diagnostic des 60 années après les indépendances et nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de failles. Comment redresser cela? Jusqu'à l'éducation, tout, partout, dans tous les secteurs. Il faut donc qu'un jour qu'on se décide, n'est-ce pas, que nous voulons bâtir nous-mêmes le Cameroun. Et si nous voulons bâtir nous-mêmes le Cameroun, nous mettons les intelligences ensemble et puis nous faisons, n'est-ce pas, une C'est un peu vision. le discours d'une UPC que j'aime. Je dis bien une UPC. Bon, ça c'est l'AFP. Non, Non, je là, dis c'est aussi. très loin C'est de aussi. l'UPC. C'est aussi. Non, Non. de Alors, laquelle tu parles? Non, un il y a- mélange. Non, vous savez, c'est très important de savoir que nous souffrons pour rien, par la faute des autres. Et moi, je n'aime pas qu'on indexe les autres. Notre propre responsabilité doit être dégagée. Oui, notre intelligence. Quand est-ce que les Camerounais se sont assis pour réfléchir sur le Cameroun? Ça a failli se passer en 91. Ça a été dévoyé. Mais il faudra bien qu'on y arrive. Vous savez que dans ce pays, nous avons des historiens, nous avons des anthropologues, nous avons des mathématiciens, nous avons des économistes, On a même les nous Jésuites. avons des On a sociologues, même les Jésuites. nous avons tous les corps. Les Camerounais, 60 ans après les indépendances, ont toutes les intelligences qu'il faut pour qu'eux-mêmes créent leur propre Cameroun. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dès que nous allons créer Que le notre concept même propre soit Cameroun, donné, oui. ce sera de manière consensuelle, n'est-ce pas? Et maintenant, les partis politiques vont se battre pour présenter leur programme. Vous verrez que tout de suite, on aura éliminé les problèmes ethniques. D'accord. Hein, et Non, on s'il te sera plaît, député. sur les C'était la fin objectifs de- qu'un parti politique doit avoir. S'il te plaît, Sam vient de dire quelque chose de très pertinent, mais que je ne partage pas. Parce que ça t'arrange, tu es au pouvoir, tu veux te maintenir au pouvoir. Donc tu n'as pas besoin que les choses s'arrangent. Terminé. La République a un rituel et des périodes où elle s'exprime. Et c'est pendant ces périodes que le peuple souverain choisit la voie qui lui paraît être la voie sage. Vous ne pouvez pas, à l'occasion du fait que vous êtes des intellectuels, vous accaparer le droit de définir le destin de la République. C'est tous les Camerounais. Cameroun par nous tous. C'est tous les Camerounais qui doivent trouver des solutions. Il y a eu des élections. Non, laissez ça. On a des problèmes, on a des contentieux historiques. Hervé, On a les contentieux historiques, on a plein de problèmes intimes au Cameroun. Tu me parles des élections. 3 millions de Camerounais, de quel droit 3 millions de Camerounais peuvent gouverner 28 millions de Camerounais? maintenant... On va aller Vous me au-delà. parlez des On va aller élections, au-delà. quelle élection? C'est Est-ce que après ce avoir- logiciel-là, Hervé, qui a fait la part belle à Simi Goïta. Non, est-ce que je peux parler? Là où, dans un pays, peux on a parler, fait je peux partir parler. par putsch un président de la Je peux- République qui était à 3 mois de son départ. Je peux parler. Pour Parce terminer, qu'à un vraiment. moment donné, la loi fondamentale, oui, mais quand on Pour voit que terminer même elle ne rapidement, règle rien. Hervé, on a un deuxième thème. Le Pour terminer rôle rapidement. des associations politiques, partis politiques, et je mets dedans aussi les syndicats, c'est l'éducation entre eux. Ce n'est pas seulement la prise du pouvoir, son maintien ou l'opposition à un pouvoir. C'est l'éducation des populations. Et nous avons un acteur qui est incontournable, qui s'appelle le peuple souverain. Le peuple souverain, dans un système qui n'est pas obligatoire, comme c'est le cas du Cameroun, 2 personnes seulement iraient aux élections pendant que d'autres dorment. S'il te plaît, je sais que ça te dérange. Non, mais toi, est-ce tu développes est-ce quelque que- chose est-ce qui que ça t'arrange. peut être pérenne? Moi, je demande quelque Hervé, chose est-ce qui que ça arrange peut tous être les pérenne? Camerounais. Non, au nom de quoi tu parles au nom de tous les Camerounais? Non, en fait, dans le débat, Est-ce que je peux finir? c'était les propositions dans le Je débat. peux finir. Je dis, non, c'est dangereux ce qu'il vient de dire. Mais c'est une proposition. C'est-
Non, 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 c'est ça qui va nous amener vers le chemin. Terminez du rapidement, bonheur. Hervé, s'il vous plaît. On n'a plus Il y a que... des propositions dangereuses. Allez-y, Par terminez. exemple, tous ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut que les groupes ethniques s'affrontent, alors que c'est l'État qui a le monopole de l'ordre public, ce sont des propositions dangereuses. Mais parce que cet État n'est pas un État de développement, d'encadrement, de facilitation. Regardez ce qui s'est passé samedi. Alors, vous vous rendez compte que l'État est devenu comme un monstre pour les populations. En même temps, il ne faut pas qu'on se beaucoup mette de en dehors de respect. l'État pour... J'ai beaucoup de respect pour ton statut de président de l'AFP. Mais je crois que tu en abuses autour de cette table parce que l'État ne se fera pas selon tes désirs et ta volonté. Merci, monsieur le juge. L'État se fera à base de ce qu'on appelle le rituel républicain, c'est-à-dire les élections. Quand tu dis que ton souhait, c'est d'avoir un État où les gens vont s'asseoir, tes anthropologues et tout ça. Tu sais ce qu'on appelle une constituante? Bon, ok. On n'a pas... il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Les Camerounais ne se sont jamais assis, n'est-ce pas, pour dire que voici l'État que nous voulons, voici le pays que nous voulons, voici les institutions que nous voulons. Nous avons hérité de la colonisation. Hérité de la colonisation, ce n'est pas nous. On a le grand dialogue national. A été dévoyé parce que on a eu les élections. Pour les résultats qu'on ceux qui sont au pouvoir n'ont pas voulu qu'il y ait un changement. Monsieur Sambaka. D'accord. Donc il n'y a pas de consensus au Monsieur Cameroun. Sambaka. Il n'y a pas encore de consensus. Monsieur Sam, Oui. Cyril Sambaka. Oui. Les élections sont le moment où les projets de société se mettent en compétition dans une république. Et le peuple souverain, à travers ceux qui vont s'exprimer dans les bulletins, à travers les bulletins de vote, choisit le projet qui sied à l'État. Merci. Ça, c'est le modèle, Alors, passons à l'autre thème. Quel est le modèle camerounais? Dans le modèle camerounais, mieux, je voudrais lui demander, pour me prendre la dernière présidentielle, son champion, à quel moment il a présenté son projet? Oh là là. Merci, allons. C'est-à-dire que... On va prendre la transition pour... J'adore. Il n'y a plus que 40 minutes pour le deuxième thème. Non, j'adore. Non, le deuxième thème est très important. J'adore les intervenants. Mais il se trouve qu'ils se sont trompés de médias aujourd'hui. Non, il y a des médias où vous pouvez aller raconter ce genre de choses. Non, du tout, Hervé. La campagne électorale, ça a été projet contre projet. On va prendre la transition. Et le projet du président Paul Biya. Merci, Hervé. Dans quel pays au monde? Merci, Charles. Quelqu'un va... Tu me confonds avec les gens que tu rencontres. Non, je te pose une question. De tous les pays que toi et moi avons parcourus, où est-ce que tu as vu quelqu'un venir se présenter au suffrage populaire universel? Merci, Charles. Et passer 10 minutes sur une campagne, il a expliqué quand. Alors, je vais donc te Merci, c'est les procurations par les camarades de parti. Nous ne sommes plus dans l'unité de la cohésion. J'ai vécu... On va prendre la transition pour faire le... à l'intelligence de vos propres militants. J'ai vécu 38 ans en France. Voilà. J'ai vu des campagnes électorales où les présidents ne se sont pas présentés. Merci, Hervé. Merci, Charles. Transition, on prend le deuxième thème. Alors, je voudrais qu'on commence cette deuxième partie avec des statistiques. Je m'inspire du Cameroun Tribune du 2 mars 2022 qui disait qu'au cours de 5 dernières années, l'on constate que le niveau général de prix a progressé de 9,2% en 5 ans. Ceci est principalement dû au regain des prix des produits alimentaires, plus 12,5%. Mais de façon générale, le taux d'inflation moyen était de 5% par an de 1969 à 2020. Donc la deuxième thématique, je la rappelle rapidement, inflation, risque sur la paix sociale. Et on observe effectivement que de peut-être 2 ou 3 ans, c'est encore un accroissement, je veux dire, les prix sur les marchés, avec la Covid, et puis vient la crise en Ukraine et tout le reste. On faisait des statistiques simples. Le poisson qui coûtait 2300 est passé à 4000 par endroit, 4500 par d'autres, que ce soit le riz, bref, les produits de consommation. La viande et bien d'autres, l'huile. Jean-Marie Biada, est-ce que ces indicateurs n'inquiètent pas? Non, Dipita, merci de me donner la parole. Après, la logomachie à laquelle je viens d'assister devant les politiques. En français facile, ça veut dire. La rixe verbale à laquelle les politiques autour de cette table nous ont soumis. J'ai eu à intervenir sur votre antenne ici, monsieur Dipita. Absolument, avec Oriane. On avait énormément débattu de ce sujet. Et les 9,5% de taux d'inflation par glissement annuel de
2015 à 2017, c'est l'INS qui l'a donné, Absolument. l'Institut national de la statistique. Cela pouvait s'observer, M. Dipita, regardez, nous sommes en février 2008, et il y a eu ce que le gouvernement lui a qualifié d'émeute de la faim, et le chef de l'État, pour y faire face, dresse une liste d'à peu près 7 ou 8 produits qui doivent entrer ici chez nous en franchise de droits de douane, au rang desquels le riz, le poisson, bref, les denrées alimentaires parmi les plus consommées. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons immédiatement croisé les doigts parce que c'est plus facile d'importer et de vendre plutôt que d'aller produire. Vous n'avez pas besoin de conception, vous n'avez pas besoin des ingénieurs, vous n'avez pas besoin de mettre tout un système de tuyauterie pour alimenter les casiers rizicoles. C'est plus pratique. Cela a contre le gouvernement. Notre consommation interne de riz à l'époque était de 100 000 tonnes. Et l'État s'est donc dit, si on produit déjà en interne 100 000 tonnes, je peux autoriser qu'on importe le différentiel. Au lieu de 300 000 tonnes, on produisait localement 100 000 tonnes. L'État dit, importer donc 200 000 tonnes. On est allé à 400 000 tonnes, 500 000 tonnes, jusqu'à ce qu'en 2016, nous sommes passés à 800 000 tonnes. L'État a été obligé de refiscaliser le riz en disant, si vous devez passer avec, vous me payez quelque chose. Et je suis d'accord avec l'État sur ce point parce que j'avais été mêlé à un dossier comme celui-là. On s'était rendu à l'évidence que, et là c'est les conséquences de Boko Haram. Il y a des opérateurs indiens qui devaient travailler dans le nord du Nigeria, dans la région du Borno, chef-lieu Maïdougouri. Ils avaient déjà fait installer toute leur ligne industrielle pour produire le riz. Malheureusement, Boko Haram est sorti de terre. Incapables pour eux maintenant de produire le riz, ils se sont rabattus ici au Cameroun et ils importaient donc le riz. Tous les grands clients qu'ils avaient là-bas, ils ont dit c'est un pays frontalier, vous débarquez ici, vous faites le nécessaire. Monsieur Dipita, quand vous prenez le bus, vous débarquez à Garoua, en descendant du bus, vous entendez quelqu'un à côté qui dit Yola, Yola. Yola, c'est pas un quartier de Garoua. Il est en train de parler de la capitale du pays, de Benue State, un État fédéré des 36 États du Nigeria. Il t'amène au Nigeria. Donc, la frontière là-bas n'est pas une vue de l'esprit, on peut facilement y aller. Ces gens étaient obligés de faire passer le riz au Cameroun. Le Cameroun était devenu un concentrateur. Je fais venir le riz et puis je dispatche au nord du Nigeria, une partie au Tchad, une partie allait jusqu'à Djouba, au Soudan du Sud. Donc, depuis lors, on s'est contenté d'importer et de vendre. On importe, on vend. Regardez même au niveau de l'élevage, M. Dipita. Le gouvernement a lancé un projet qu'on appelait PRODEL, projet de développement de l'élevage. En 2019, ils ont importé des vaches laitières dans l'optique de doubler ou alors d'accélérer la production interne en matière de lait. Les produits laitiers et le lait et les dérivés, ça fait à peu près 20 milliards que nous exportons à l'étranger pour pouvoir avoir ce que nous devons consommer. Quand j'ai parlé du lait, j'ai parlé du riz, je peux parler du sucre. Donc, je reviens encore à mon état-providence, monsieur Dipita, parce que les formules qui ont été proposées par les donneurs d'ordre internationaux avaient consisté, parce qu'à l'époque, c'est l'État qui nourrissait ces populations. La Sosucam, c'était une entreprise du Cameroun. La Kamsuko, c'était le Cameroun. Quand je vais au Congo voisin, le Congo-Brazzaville, la SARIS, Société agricole de raffinage industriel du sucre, c'était racheté. Je vais en Centrafrique, c'est pareil. Donc, toutes les unités que l'État-providence avait mis en place pour nourrir sa population, les donneurs d'ordre avaient dit, État, sors du secteur productif, ce n'est pas ton affaire. On a fait venir des gens ailleurs maintenant qui ont racheté cela et ont donc la main mise sur notre système de production. Vous voulez du sucre et ces gens sont contre vous, vous allez faire comment pour nourrir vos populations? Vous avez besoin de l'huile de palme brute et ces gens qui ont pris tout cela sont contre vous. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et le débat qu'on a avec l'histoire du fait de la lobée, c'est toujours l'absence de cet état providence. Monsieur Dipita, tout ce que nous avons comme plantation agro-industrielle ici sont des héritages de la colonisation. Mais combien parmi nous autour de cette table peut soulever la main et dire que je consomme le thé de lundi à dimanche? Pas grand monde. Mais Hervé consomme du macabo. Si ce n'est pas du macabo, il consomme la patate. Je consomme du thé du lundi à vendredi, j'en ai chez Et il ne mange pas les africanités. Non, tu prends un mauvais exemple. Je continue avec, je t'en prie. C'était pour dire que tout ce que nous consommons en termes de culture vivrière, en termes d'agroproduits, ne sont pas produits à l'échelle industrielle. Le riz, on a un champ industriel d'EVA que nous ne consommons pas. On a un champ industriel
De thé. que nous consommons. Merci, Jean-Marie. Par contre, ce que nous consommons, donc, le riz, parce que derrière, c'est également, on parlait de risque de paix sociale. Si l'État lui-même, l'État-providence, j'insiste encore là-dessus, prend celui de créer, par exemple, des champs industriels de ce que nous consommons, champs industriels de manioc, champs industriels de macabo. J'ai travaillé en 2004 sur le manioc, le manioc a 27 dérivés. Donc, si vous créez seulement un champ industriel de manioc, ces 27 dérivés-là, ça fait 27 filières qu'il va falloir structurer. Peut-être dans ma deuxième prise de parole, je pourrais encore développer. Alors là, monsieur le docteur Biala vient de faire vraiment la démonstration de la dispersion intellectuelle qui est dans ce pays. Non. Si. Et il va comprendre ce que je dis, ce n'est pas personnel. C'est généralisé. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on ait créé la SNI qui devait se trouver dans des activités industrielles où le capitalisme national n'était pas, pour lui, c'est ça l'État-providence. Mais c'est faux. On appelle l'État-providence l'État qui vient satisfaire les besoins de la population là où il n'y a pas compétition. C'est-à-dire dans le domaine tel que la protection sociale, l'éducation, la santé, on peut être d'accord. Mais dans les secteurs concurrentiels, si l'État s'est retrouvé dans l'industrie et d'autres secteurs, c'est parce qu'il n'y avait pas de capitalisme national. Et la création de la SNI qui n'était qu'une société de portage des intérêts, là c'est le banquier qui parle, je n'ai pas besoin d'être mathématicien, je suis financier, c'était parce qu'il n'y avait pas de capitalisme national. Et donc il fallait créer de l'activité. Et dans ce pays, moi j'ai vu, Sam et Charles étaient déjà en âge de le constater, l'État fabriquait les transistors dans cette ville. Ouais. Vous voyez? Donc, mais ce n'est pas le rôle d'un État. Équatorial électronique. Donc, ce n'est pas le rôle d'un État. Nous nous développons et nous avons une dimension qui fait maintenant qu'il faut réfléchir comment concentrer les moyens pour effectivement. Donc, revenons au produit qu'il dit. D'après lui, l'État devait créer des plantations, devait faire ceci pour que tout le monde mange à sa faim. Mais non, ça a un coût. Il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas faisables. Donc, aujourd'hui, oui, il y a un problème sur la distorsion entre la montée exponentielle des prix et le pouvoir d'achat. Et c'est ça qu'on appelle l'inflation. Et il faut donc que l'État joue son rôle en voyant si c'est une distorsion qui est normale ou artificielle. Et là, il y a un débat. Et on n'a pas besoin de créer des gros mots, l'État-providence et tout. L'État est régulateur dans l'équilibre et la protection des consommateurs. Peut-être des mesures incitatrices. Des mesures incitatives. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs dans lesquels l'État devait créer des avantages bonifiés pour que les Camerounais aillent dans ce sens. Par exemple, que les Camerounais plantent le blé. Oui. C'est faisable au Cameroun. Que les Camerounais accentuent la production du maïs. C'est faisable au Cameroun. Oui, là, on est d'accord. Mais dire qu'il y a telle situation simplement parce que l'État n'a pas fait ceci, ce sont des raccourcis qui sont à la limite... sauf à changer de modèle économique. Amusant. Bon, vous pouvez décréter maintenant que vous voulez faire un pays où l'État va tout produire. Moi, je suis contre ce pays parce qu'il ne tiendra pas longtemps. C'est démagogique, c'est artificiel. Quand j'ai fini de le dire, ça ne veut pas dire que je dise que l'État ne doit pas protéger le pouvoir d'achat et inciter, par exemple, sur les revenus, les salaires minimums, et le contrôle de la raréfaction de certains produits qui est une raréfaction artificielle. Donc il y a là un débat qui est ouvert et qui ne peut pas être réglé par... Je pense que mathématiquement, on va faire ça. C'est ensemble que nous devons le faire. Parce qu'il y a des produits ici. Regardez le débat maintenant sur le droit d'assises. Est-ce que c'est le consommateur qui doit payer les droits d'assises ou l'État prélève cela sur l'industriel, le producteur? Normalement, en finance, c'est l'industriel qui paye les droits d'assises. Ce n'est pas le consommateur. Or, au nom de l'augmentation des droits d'assises, on augmente tous les week-ends les prix de certaines matières. Et là, il a raison, il faut qu'on réinstaure des administrations telles que les poids et mesures, le contrôle des prix, et faire en sorte que... Et puis, d'accord. Moi, je vais vous le dire, Célestin Tawamba a dit quelque chose qui a fait sursauter tout le monde. Oui, il avait raison. Il faut augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs camerounais. Sambaka, sur la thématique inflation, risque sur la paix sociale? Oui, il y a un très grand risque. Si on doit se référer à ce qui s'est passé en 2008, il y a un grand risque. D'autant plus que
la mauvaise gouvernance nous a amenés à cette situation. Yoa. Ben oui, il faut le dire les choses comme elles sont. Nous traversons des moments très difficiles au Cameroun. Et si vous ne voulez pas dire la vérité, n'est-ce pas, il sera difficile qu'on comprenne. La mauvaise gouvernance, on peut l'expliquer, n'est-ce pas? Elle a conduit à ce que nous savons. Vous savez, je me rappelle, c'est en septembre que le ministre du Commerce a signé, n'est-ce pas, l'importation de l'huile de palme au Gabon. Hein? L'exportation ou l'importation? L'importation. Nous importons de l'huile de palme du Gabon. Oui, il y a un déficit. Ouais. Hein? Bon, beaucoup de Camerounais ont refusé de croire à ça. Ils se sont dit, mais comment c'est nous qui donnons au Président, Gabon? je peux dire un mot là-dessus. Hein? Président, Hervé. Non, moi, je ne suis pas encore président. Ouais, président. Moi, je suis militant de base. Président évidemment, ancien président. Yamaï, arrête ça. Alors, président... Appelle-moi camarade, même si tu es loin de l'air. Président, l'État dont je suis en train de parler a posé son problème. C'est Olam. Oui. Olam Gallo-Singapourien. Exact. Ils ont posé leur problème au président gabonais. Au lieu de perdre le temps à faire des études d'impact environnemental sommaires, détaillées, des études de danger, qu'est-ce que vous voulez? Tu me donnes 20 000 hectares, tu peux aller jusqu'à combien? Ils sont allés jusqu'à 50 000 hectares plantés, ils récoltent. Donc, ils sont en surproduction. Comme l'Indonésie l'avait fait à Notre-Dame à l'époque. C'est la raison pour laquelle l'avantage pour nous d'importer au Gabon, c'est que nous payons en monnaie locale. Alors que quand nous allons payer ailleurs, c'est en devise. On est obligé de solliciter le compte des opérations. Mais ça, c'est une explication que vous donnez. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que le Cameroun produise. Ah bon? Cameroun peut tout Je ne sais pas là, le Cameroun n'est pas condamné à acheter à l'extérieur et commencer à voir comment on peut acheter mieux. Non, nous devons produire. Parce qu'on avait dit, il y avait un slogan là, à l'an 2000. Je crois, c'était la révolution verte. Hein? Mais avant ça, hein, en 73... Il y avait le comice agro-pastoral qui nous prédisposait à beaucoup de choses. On a vu, paix à son âme, notre compatriote qui s'est battu. Il s'est battu pour que nous entrions dans le cycle de la production. Mais on a fermé la porte au cycle de la production, on s'est mis à importer, et vous le savez très bien, que ces importations-là, c'est pour nous faire du mal, parce que nous n'avons plus de devises. Est-ce que nous avons encore des devises au Cameroun? Le Cameroun est en banqueroute, il faut le dire. Il faut le dire. Non. Parce que si on ne le dit pas... Non, ça devient une émission de propagande. C'est une commande, ça ou quoi? Non, nous allons aller de surprise en surprise. Arrête ça. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. Parce que même l'entrée au FMI, là, nous sommes l'un des rares pays, n'est-ce pas, qui a fait 20 ans au FMI, qui est sorti du FMI et qui y retourne. Le Cameroun n'est jamais sorti du FMI. On est sorti à un moment de programme, mais pas du FMI. On est sorti du programme. Mais attends. Oui, il me rappelle que le Cameroun est membre du FMI. Oui. C'est ce que tu veux dire. Oui. Oui, mais on n'a jamais sollicité le FMI. Pourquoi on n'a pas sollicité le FMI avant? Vous avez ce discours. On n'a pas sollicité le FMI avant parce qu'on s'en sortait dans notre gouvernance. C'est quand la gouvernance a été mauvaise que nous avons été obligés d'aller au FMI. Et nous sommes restés là-bas 20 ans. Et nous sommes sortis de là pour faire des projets structurants qui devaient nous booster. Les éléphants blancs. Tout ce qui arrive aujourd'hui, que ce soit les enseignants et tout ça là, c'est le FMI. C'est parce que... Non, mais on ne pouvait pas... On a en 84, je crois, qu'on a eu les salaires qui ont été divisés. Vous vous rappelez que les professeurs, même dans les collèges, vivaient normalement. Là, ils avaient des véhicules. Non, on est dans le sujet. Donc c'est un problème de gouvernance. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. C'est un problème de gouvernance. On gouverne mal. C'est le gouvernement camerounais qui a créé la guerre d'Ukraine pour augmenter le prix du blé. Non. La guerre d'Ukraine a commencé quand? La guerre d'Ukraine, juste encore pendant un mois, je pourrais dire une chose. Et ça va... L'Ukraine n'a rien à voir avec ça. Ah bon? Les produits qui sont vendus sur nos marchés depuis 2 mois ont été importés quand? Pour qu'on puisse leur affecter le facteur guerre d'Ukraine. C'est trop facile. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, pour beaucoup, la guerre d'Ukraine est un prétexte. Oui, bien sûr, on est d'accord. Et c'est là que je dis qu'il faut un retour au contrôle de prix. C'est un prétexte. N'est-ce pas, de poids et mesure. Donc, sans vous finissez... Mais Sam lui dit que c'est le Cameroun qui a créé la guerre en Ukraine. Non. Mais c'est ce qu'il a dit. D'accord, c'est ce que j'ai dit. Le Cameroun a créé... C'est le prix Nobel de la mauvaise foi. Donc moi je dis il faut qu'on soit sérieux et qu'on dise la vérité aux Camerounais. Nous traversons des moments très difficiles.
Il faut avoir le courage de le dire. Et c'est parce qu'on le dira que les Camerounais sauront qu'il faut serrer les ceintures. Mais les Camerounais diront à notre gouvernement, qui est la cause de la mauvaise gouvernance, qu'il faut d'abord qu'eux-mêmes commencent d'abord à serrer la ceinture. Parce qu'en réalité, nous ne voyons rien bouger. Vous n'allez pas me dire que toutes les usines que le Cameroun avait, on a passé ça en perte et profit, on a confié ça à des gens de l'extérieur. Et je dois dire que cette souveraineté économique doit renaître. Parce que si nous n'avons pas une souveraineté économique, ça veut dire que nous avons vendu notre âme au diable. Je suis d'accord pour la souveraineté économique, ça, c'est mais pas une n'importe chose. quelle condition. Mais attention, il faut que nous allions dans le sens du développement. Parce que les acquis que nous avions depuis les années après les indépendances, tout a été déconstruit, nous n'avons plus rien. Et en même temps, nous sommes dans un pays où aucun projet, même celui de 1 milliard, attend le financement de l'extérieur. Qu'est-ce que nous produisons donc? Qu'est-ce que nous faisons donc du Cameroun? Le Cameroun est si pauvre pour que financer un projet de 1 milliard, il faut attendre les aides de l'extérieur ou bien le financement de l'extérieur. Mais il faut donc qu'on fasse ce diagnostic. Il faut qu'on arrête avec la méthode de la colonisation où on ne dit rien au peuple, ou à l'Assemblée nationale. Les députés font figure de décoration parce que même les lois qu'ils votent ne sont pas appliquées, parce que les décrets d'application ne sont pas divulgués, n'est-ce pas? Donc, toutes ces choses-là demandent à être revues. Ça me gère le ministère de la parole, c'est de la démagogie. Minutieusement. Charles, Oui. sur les risques sur la paix sociale par rapport à l'inflation qu'on vit en ce moment. Bien qu'en 2008, je n'étais pas encore entré au Cameroun, j'en ai quand même souvenance, je sais ce qu'on en dit, je sais ce que jusqu'à aujourd'hui, ceux qui l'ont vécu en disent. Les ingrédients sont réunis. Mais 2008, il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Cette année, jusqu'à la date à laquelle on parle, pour beaucoup de produits, on ne peut pas invoquer cette guerre-là. C'est faux. Et je dis que c'est parce que nous avons des feignants qui ne veulent pas travailler, que eux-mêmes prennent cela comme prétexte. Les feignants, Mais c'est ton camarade de parti, le ministre qui est venu nous dire ici qu'on devait revenir au Colco. C'est-à-dire que quand je veux... Tu es contaminé par le vocabulaire. Charles. C'est incroyable. Charles, on va... Mais il est par ailleurs son camarade de parti. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, Ou bien dire que quelqu'un est du RDPC, c'est insultant. On va revenir à des mots Ce que je veux dire, nous habitons, toi et moi, à équidistance de Carrefour BP Cité. Oui. Donc quand je veux du riz, On est voisins. je viens te voir pour te demander si toi aussi tu veux du riz. C'est ce qu'il nous a dit. Mais je dis, ce monsieur-là, il a été à l'école plus que toi ou moi. Non. Donc il arrête un peu. Donc dites-le lui au moins en interne, qui n'insulte pas l'intelligence collective des Camerounais. Toute la politique d'un gouvernement. Non, il n'a pas de politique. Sur le glissement sémantique. Non, il ne peut même plus. Non, c'est ça le problème fondamental. Il ne peut plus avoir de vision. 17 ans au même endroit. C'est comme 40 de l'autre. Hervé, à un moment donné, oui, tu ne peux pas. Là-dessus, tu ne peux pas me suivre. Je te comprends. Mais je dis, le problème est là. Foncièrement, il est là. Il y a des produits pour lesquels les prix ont été impactés. Mais ils sont peu nombreux. Ce ne sont pas nos produits de première nécessité là. La guerre d'Ukraine, ça ne fait que 2 mois. Pour que des produits viennent d'Ukraine, il faut les avoir en 2 mois. Il faut déjà les avoir commandés quand? Alors qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Alors, les commerçants, véreux, ils ont la complicité de l'administration. Qui leur donne le droit d'importer, Qui alors leur qu'on donne n'a non même plus de devises. Mais au-delà de Il y a cela, plus de licences qui leur permettent... Hervé ne peut pas m'expliquer qu'il a dédouané 15 000 tonnes de riz il y a 2 mois et que depuis 1 mois, ils me disent qu'il n'a plus rien et qu'il n'a plus rien en magasin. Moi, je suis supposé savoir que Hervé a commandé cela et mon Dieu, il va me montrer ses magasins. Bon, alors, et s'il ne peut pas me montrer ses riz en magasin, il va me montrer à qui il l'a vendu. Charles, moi je reviens... Cette collusion-là, c'est de tout ça que nous souffrons. Tu sais, Charles, Hein? moi je et reviens... la responsabilité, elle est partagée. Charles, je reviens à une question Et les fondamentale. mauvaises habitudes des Camerounais. Le docteur Biadabé... C'est-à-dire que tu arrives à la douane, au lieu d'aller te renseigner auprès de l'inspecteur pour lui savoir, je veux importer une voiture de tel truc, telle année, telle marque, qu'est-ce que ça vaut? Il te dit ce que les textes disent. Tu vas voir le gars d'à côté. Dis donc, tu ne sais pas comment est-ce que... Et des fois, tu te retrouves en payant à côté 2 fois plus que si tu étais allé directement à la caisse. Donc, il y a des habitudes qu'il faut changer de part et d'autre. Charles, ce que tu dis n'est pas totalement faux. Mais c'est le commentaire de fait divers. Moi, je reviens à une déclaration. Docteur Bial et moi n'est pas souvent d'accord, mais il y a des fondamentaux sur lesquels on est d'accord. Il faut qu'on revise notre système
de développement dans les secteurs comme l'économie et l'agriculture. C'est-à-dire que nous importons des choses et nous exportons, nous produisons ce que nous ne consommons pas. Là, tout le monde est d'accord. Et je pense que et là, ça rejoint même les réquisitions de Sambaka. C'est le Ça veut dire qu'il est temps que l'État intervienne. Moi qui ne suis pas souvent interventionniste, et je pense que l'État... L'État-providence, oui, finalement. Mais je suis pas ça ne s'appelle même pas l'État-providence dans ce cas de figure. Sur les libertés, bon. Mais là, on est d'accord pour dire qu'il faut qu'on protège le consommateur dans un environnement où le pouvoir d'achat n'est pas toujours corollaire à la montée exponentielle de l'inflation. Et là, on est d'accord. Mais ce sont vos méthodes qui ne me plaisent pas. Vos méthodes, c'est de dire que nous ne sommes arrivés là que parce que l'État n'a pas fait ça, ça et ça. Vous voulez un État interventionniste, dites-le clairement. Non, des fonctionnaires qui font leur travail, Hervé. Oui, mais attends. Qui parcourent ces marchés au quotidien. J'étais toujours dit que la fonction publique n'est pas un organe de base du RDPC. Et quand on est c'est pour ça que nous pouvons donc convenir. Nous entendre. Donc, voilà, nous sommes au moins d'accord pour dire que ce qui menace l'unité et la cohésion sociale, c'est lorsque l'économie va dans tous les sens et que ça crée des sentiments de frustration, d'exclusion des consommateurs. Parce que comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, je suis voisin à des gens qui peuvent mettre une semaine sans manger quelque chose avec de l'huile. Oui. C'est inacceptable. On sait de quoi on parle. Alors, comment faire pour contenir cela? Et justement, c'est la question de sortie d'ailleurs. Comment on en sort? Je le dis davantage parce que, et Charles l'a démontré tout à l'heure, tout le monde met sur le dos de la crise, cette inflation, la crise ukrainienne, tous ces problèmes, et même aussi sur la Covid. Pourtant, il y a des habitudes, il y a des comportements, j'ai failli dire civiques, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des consommateurs, qui font qu'il y a peut-être des mesures fortes à prendre. Je le maintiens, les mesures fortes ici à prendre. L'État va ouvrir la voie, M. Dipita. Hervé qui boit si bien le thé, est-ce qu'il sait que c'est l'État qui cultive ce thé, Hervé? C'est l'État, la CDC, c'est l'État. Moi, je bois le thé de Dampoulon. C'est la CDC, je suis d'accord avec toi. C'est le meilleur thé du monde. Voilà. Dampoulon a repris une entreprise qui appartenait à l'État, Ndawara. Mais en dehors de Ndawara, l'autre existe également, la CDC existe, qui est toujours l'État. Hervé aime souvent manger la banane, la société fruitière de Marseille produit de la banane ici, mais l'État a une partie à travers CDC qu'il produit, et il y a un nouveau Camerounais qui est rentré là-dedans, Beau Plantation Limited. On l'encourage pour ça. Et ça a augmenté la production. Le sucre, qui est produit par Villegrand aujourd'hui, hier, c'était l'État qui produisait le sucre. Oui. Mais il a mal géré, on a racheté cette société. Non, c'est les donneurs d'ordre internationaux qui ont mal fait. C'est pour ça que je dis que Hervé, j'ai accompagné par exemple un opérateur depuis 2007. Il y a un site pas loin de Douala ici qui avait été choisi où on devait expérimenter, la canne à sucre. Je ne parle plus du projet qui devait avoir les entre Bétois. Qui a été saboté. À Sikondi, je ne parle plus de ça. Ça, c'est un scandale. Donc, l'État, depuis à vous parliez de la voie de sortie, l'État doit prendre le devant. Parce que l'État a plus de moyens que nous, Dipita. Je te prends un exemple. Nous, en économie, on a 3 facteurs de production. Le capital, l'État a plus d'argent que nous tous réunis. La force de travail, l'État a plus d'expertise que nous tous réunis, même dans le secteur privé. Et enfin, les physiocrates appellent ça la terre. L'État a plus de terre que nous tous ici réunis à travers nos titres fonciers. Donc l'État a les réserves foncières. L'État a même ce qu'on appelle en économie, M. Dipita, les ZEE, zones économiques exclusives. Donc l'État, s'il veut développer par exemple l'élevage, la pêche industrielle, la pêche maritime, ça ne le dérange pas. L'État a tout cela. Donc l'État a tous les leviers en main. Voilà le ministre du Commerce, des Finances qui est aujourd'hui à Libreville pour faire le roadshow de l'emprunt obligataire de 200 milliards que l'État a. Le septième. dont l'État a l'habitude de lever ces emprunts-là. Et chaque fois, il y a eu souscription, M. Dipita, c'est-à-dire l'État veut 200 milliards. En 2010, c'était 210 qui étaient sortis. L'État veut 65 milliards. On passe à 80. Donc l'État peut le faire. J'indique ça pour nuancer un peu ce parce que les investisseurs ont confiance en cet État. Bien entendu. Non, je voulais un peu... nous sommes là pour apaiser les gens. Confiance au dynamisme des Camerounais. Je voudrais apaiser un peu les gens qui nous écoutent par rapport à ce que le président Sambaka a dit que notre compte de réserve extérieure est vide. Non, président,
La convention monétaire entre le Cameroun, pas le Cameroun, les États de la CEMAC et la France de novembre 1972 est claire. Si le sol bénéficiaire atteint 3 mois d'importation, on va l'évaluer. Voilà. Et vous étiez en train de parler tout à l'heure que le Cameroun était le seul pays à être sorti du Fonds monétaire et qui est revenu. En fait, nous sommes en 2016, vendredi 23 décembre 2016. Le solde de ce compte-là tourne autour de 6 mois d'importation. Il est question que la dévaluation ait lieu. Et le président Biya, sans être président en exercice, fait venir donc ses pairs à Yaoundé avec 2 invités spéciaux, une certaine Christine Lagarde, ancienne ministre française de l'industrie, mais qui est passée déjà au Fonds monétaire international, et puis Michel Sapin. Et le président et ses pairs freinent dans le cadre fait que non, pas de dévaluation. Nous avons vécu les conséquences malheureuses qu'il y a eu le mercredi 12 janvier 1994, avec la dévaluation du franc CFA, qui était de 100%. Il y en a qui parlent de 50%. Et qui était à sens unique. J'étais pour 100%. Donc, le président a donc freiné les 4 faits. Et parmi les 22 résolutions prises, dont une exhortait donc chacun des États membres à rentrer en programme avec le Fonds monétaire international. Donc, ce n'était pas seulement le Cameroun qui est rentré sous programme. Le Tchad l'a fait, la Guinée équatoriale l'a fait, le Gabon l'a fait. Et cela a donc bénéficié au Cameroun en juin 2017 de la première facilité élargie de crédit de 666 millions de dollars. Et la deuxième facilité a eu lieu l'année dernière, en 2021, de près de 385 milliards. Donc, ce n'est pas le Cameroun, je voulais repréciser cela et apaiser ceux qui nous écoutent de dire que non, le compte de réserve extérieure logé au Trésor français n'est pas sec, on a suffisamment. On a encore des ressources là-dedans pour procéder aux importations. Alors, mais la réalité, c'est que la solution, c'est quoi? Pour en sortir, M. Dipita, cultiver à l'échelle industrielle ce que nous consommons. Qu'est-ce qui nous empêche de cultiver? Qu'est-ce qui nous empêche de mettre? Il faut une impulsion de l'État. Non, il faut une impulsion. Le président a bien dit que nous manque-t-il. Monsieur Dipita, je viens de vous prendre un exemple. Moi, je suis expert certifié, on lui dit, en accompagnement des PME. Je vois toutes les difficultés qu'une PME a à rembourser un petit concours. Le banquier, là, le banquier, pour lui donner 100 millions, demande qu'il apporte le business plan, demande un titre foncier, demande une sûreté personnelle, dont une personne physique qui va venir se porter co-garant. Le monsieur arrive, demande une ligne de contre-garantie, dont le niveau de garantie qu'on lui demande est tellement élevé qu'il ne parvient pas à les mobiliser pour obtenir, je parle de 100 millions. Alors que l'État, 100 milliards, c'est un jeu. Monsieur Dipita, avec 20 milliards, l'État crée une cimenterie. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dénoncé. Hervé suit. Le Cameroun lui-même, après avoir atteint le point d'initiative PPTE le vendredi 28 avril 2006, décide maintenant de prendre en main sa politique économique. Et sort donc un document. On commence d'abord par la vision 2035. Et le Cameroun dit, je vais aller à l'émergence en passant par un voyage en 3 étapes. Première étape, 10 ans. Deuxième étape, 8 ans. Dernière étape, 7 ans. Sort donc le DSE. Dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, il est décidé de mettre donc en place des infrastructures. Or, ces infrastructures sont des investissements gourmands en capitaux, mais gourmands également en ciment. Qu'est-ce que le Cameroun fait? Le Cameroun reste tranquille. L'État aménage la mini-centrale de l'Orbaba ici, ça injecte dans le réseau interconnecté sur 86 mégas. L'État donne donc l'autorisation à 1, 2, 3 opérateurs étrangers pour mettre sur pied des ciments. Et la loi de 2002 portant charge des investissements avait éclairé là-dessus. À aucun moment, l'État n'a jamais empêché à une unité non résidente qui a réalisé des profits ici de les transférer chez lui. La libre transférabilité, ces gens sont donc venus s'installer et le ciment, c'est eux maintenant. Vous parliez également des incitations, Hervé. Je vais sur la base... Pour terminer, que les autres ont le temps de faire les incitations, l'État a déjà mis sur pied la loi de 2013 fixant les incitations en matière d'investissement privé en République du Cameroun, modifiée et complétée en 2017. Je connais plein de Camerounais comme vous et moi qui marchent avec leur agrément de l'API pour chercher de l'argent qui leur permettait donc de lancer tous ces projets. C'est parce que j'ai fait la ronde de toutes ces initiatives que je me suis donc résolu à dire ouvertement qu'il n'y a que l'État pour passer en avant, parce que l'État a déjà les réserves foncières, M. Dipita, l'État a tous les ingénieurs possibles, l'État a toutes les écoles possibles, l'État a la possibilité de mobiliser à l'international même 1 milliard pour pouvoir mettre au service de la production de ce que nous consommons. Donc, champ industriel de macabo, de manioc, de patates, l'État peut choisir à sa guise par lequel de ces champs a commencé, mais à l'échelle industrielle. Mais il ne le fera pas. Et il ne l'a jamais fait. Il a eu toutes les possibilités de le faire, il ne le fera pas. Monsieur Bianda, je vais vous dire, vous avez peut-être calmé les populations que j'ai mis en alerte.
Comme à ton habitude. Mais j'aimerais quand même que nous revenions sur quelque chose de fondamental. Le Cameroun a voté un budget. Est-ce que ce budget est opérationnel? Oui. Oui. Non, mais répondez-moi. Oui, ce budget est-il opérationnel? monsieur. Qu'est-ce que le ministre fait au Gabon? Non, j'ai des questions Est-ce que je simples. réponds? Oui, je réponds. Ce sont des questions simples. Monsieur Dipita, N'est-ce je pas? réponds. En un mot. Oui, en un mot, le budget est exécutable parce qu'en fait, on a payé les Il est salaires exécutable. en janvier. Oui, c'est-à-dire c'est opérationnel. C'est opérationnel. On a payé les salaires en janvier, on a payé les salaires en février, on a payé les salaires en mars, en avril. Il y a des primes qui ont été données au lion indoptable. Le ministre est au Gabon simplement parce que nous avons désormais un marché qui a été fusionné. Hier, nous avons la Douala Stocks Exchange. Merci. C'est la raison pour laquelle les 6 premiers, les 6 premiers emplois obligataires ont été levés auprès de la Douala Stocks Exchange, qui était basée ici au Cameroun, à côté de nous. Donc le ministre ne sortait pas. Il y a une fusion des deux places boursières. La Douala Stocks Exchange et la bourse des valeurs mobilières. Il n'a pas répondu à ma question. Bon, c'est bon, poursuivez. Il n'a pas répondu à ma question. Poursuivez pour conclure. Parce que si on prend des fonds de souveraineté pour payer les employés, les investissements qui sont prévus dans le budget de l'État, est-ce qu'un seul carton a déjà été mis en exergue? Oui. Nous avons ici le ministre des Finances qui est parti à Washington. Qu'a-t-il ramené de Washington? Nous apprenons qu'il est au Gabon. Au Gabon, il va trouver 200 milliards. Mais le Cameroun n'a pas besoin de 200 milliards. Le Cameroun a voté un budget qui, jusqu'aujourd'hui, n'est pas déclenché. Oh. C'est ce que je veux dire. Je vais lui dire. Pour lui dire que ce qu'il a dit, il a peut-être apaisé les gens, mais il a oublié volontairement de soulever ce qui fâche. Ce qui fâche, c'est que nous sommes en banqueroute. Aïe! Charles, Ça alors? en conclusion. Je veux dire que je pense que cette émission, comme d'autres, se veut didactique. Là, nous avons pu nous comprendre parce qu'il y a un minimum de niveau que les uns et les autres avons. Je ne dis pas que les téléspectateurs ne l'ont pas, mais pour le Camerounais de tous les niveaux, tout ce que nous venons de dire là ne lui apporte rien. Il sait qu'il allait au marché avec 5 000 francs il y a 3 mois et que pour les mêmes choses, aujourd'hui, il en dépense 10. Que son salaire n'a pas augmenté depuis 3 ou 4 ans. C'est de cela qu'il est question. Un État qui en a les moyens, je ne dis pas qu'il se veut sérieux, parce qu'on peut être sérieux et ne pas avoir les moyens. Mais quand on n'est ni sérieux et qu'on n'a pas de moyens, on n'y arrive pas. Tout ce que vous êtes en train de dire là, et tout cet argent dont on a la capacité, et qu'on peut, et qu'on arrive à lever, for what result? No one. On n'a rien produit. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il s'agit donc, de commencer par suivre M. Tambor et beaucoup d'autres, et je pense la majorité des Camerounais, parce que ça bénéficiera quasiment à tout le monde, rehausser le niveau des salaires, qui est extrêmement bas. Voilà. Contrôler les prix, être un peu plus sérieux vis-à-vis de nos commerçants et de nos importateurs. Quand je dis sérieux, c'est les marquer à la culotte. Que les impôts aillent où ils doivent aller. Que la ligne 94 serve effectivement à des gens qui vont produire, pour ne parler que d'elle, parce que des voies de perdition, il y en a beaucoup. C'est de ça qu'il est question. Parce que par les temps qui courent, si nous continuons à ce rythme, je crains fort que nous n'allions vers une entrée très houleuse si on atteint la rentrée prochaine. Pour terminer, Hervé. Moi, je pense que... J'ai remarqué que c'est Hervé qui termine. Peut-être Il faut pas. que je parle avant qu'il termine. Je n'ai pas parlé, monsieur Dipita. Bon, il va parler et vous allez parler. Ok, je suis content. Non, je pense que malgré le ton que parfois a pris nos échanges, nous sommes au moins d'accord sur des principes. D'abord, pour construire une unité, il faut que ça soit accompagné par des lois qui rendent irréversibles les avancées. C'est-à-dire la répression de la haine tribale, du tribalisme, du communautarisme. Et ça passe par la régulation des associations qui peuvent porter des germes de cette menace sur l'unité nationale. C'est dommage, Hervé, nous n'avons pas eu le temps, l'émission était trop courte. Et parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait publicité de ça et qui en font publicité de manière ouverte. Oui. Moi, je le dis, hein, là, et là je parle à mon nom propre. Mettez le MRC de côté. Pour le libéralisme communautaire, 11 millions de... Je dis tout ça. On fera une émission, monsieur Dipita le veut. Pour terminer maintenant, pour conforter cette unité, le sentiment d'appartenance, nous avons abordé un sujet très sérieux et nous avons besoin encore du temps pour continuer dans cette réflexion. Il faut que l'économie soit un élément de cimentation de ce sentiment d'appartenance par l'égalité, la justice, la reconnaissance des efforts des uns des autres et surtout en donnant aux Camerounais
la capacité d'être des acteurs en tant que consommateurs Merci. de leur devenir. Et je pense que là, il n'y a pas de débat idéologique. Les salaires sont très bas. Le dire n'est pas de l'opposition. Et il faut trouver une adéquation entre ces salaires et la montée fulgurante des prix des matières. Et je suis, malgré le fait que je sois un libéral social, pour la mise en place d'une régulation à travers le contrôle des prix et des poids et mesures. Et puis la Jean-Marie, régulation par 60 l'État. secondes, s'il vous plaît. Même moi, Dipita, vous avez dit que notre sortie médiatique doit être bénéfique au plus grand nombre qui nous écoute. Donc parfois, nous profitons de votre antenne pour professer. Je reste sur les emplois obligataires. Les 6 premiers ont été levés pratiquement à la même période. Parce que quand la loi est passée à l'Assemblée nationale, c'est prévu à l'intérieur qu'il y aura la levée d'un emploi obligataire. Le chef de l'État signe un décret qui habilite le ministre des Finances à souscrire ce temps plein. Et un deuxième maintenant, c'était 2. Maintenant, c'est un seul auquel est annexé maintenant le compte d'emploi de cet emprunt. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et le ministre se retrouve à Libreville simplement parce que hier, les 6 premiers avaient été souscrits uniquement dans la Stock Exchange qui était notre marché boursier. Et on a donc exhorté les luttes entre les 2 sous-régions, que nous sommes uniquement dans une petite sous-région de moins de 50 millions d'habitants. Pourquoi on est allé donc à la fusion? Donc il n'y a plus 2 régulateurs, il n'y a plus 2 bourses, il y a un seul régulateur, une seule bourse, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Merci. Certes, le siège est ici à Douala, mais sa compétence maintenant dans les 6 régions que constitue la CEMAC. C'est la raison pour laquelle le ministre est allé pour mettre en œuvre une mesure qui avait été prévue dans le budget voté depuis le mois de décembre 2021 pour l'exercice 2022. Merci infiniment, monsieur. La vocation donc, de notre gouvernement, c'est d'emprunter. Non. Parce Merci. que nous empruntons tous à On ne va pas relancer le débat. Mais non, on ne relance pas le débat, mais parce que moi je suis étonné qu'on justifie les emprunts. Merci. On justifie les emprunts, qu'est-ce qu'on en fait? Merci Sam, merci Hervé. L'emprunt est vertueux, c'est une source de On ne peut pas passer tout notre temps. Vendredi, c'est le 20 mai. L'emprunt est une source de financement de Merci, l'économie. messieurs. Tu es un chef d'entreprise, tout ce que Vendredi, tu as, c'est le 20 mai. ça, C'est le 50e de l'unité nationale. Bonne fête de l'unité nationale à vous, mesdames et messieurs à la maison. Merci d'avoir suivi ce débat. Bonsoir.